Good morning! Montréal, Québec, Bécomo, peu importe où vous êtes, good morning. Peu importe si c'est le soir. J'espère que vous allez franchement bien, les amis, hein, parce que c'est un autre épisode de Dreadful Tape qui commence dans une semaine ensoleillée. Bon. Alors, je saute directement dans le pro-shop culturel de Dave, ce nouveau segment dans lequel je vous propose des œuvres culturelles reliées de proche ou de loin au hockey. Et j'adore vous lire parce que les réactions sont vives des fois par rapport aux suggestions. Comme par rapport à Youngblood, le film que j'ai suggéré, je sais pas si c'était la semaine passée ou il y a quelques semaines. Bref, film que j'ai osé qualifier de série B. Ben, culé, ne nous faisons pas de cachette, les amis. Keanu Reeves avec un mauvais accent de québécois, puis bref, des scènes complètement burlesques. Et les gens me disaient, t'as pas parlé de telle scène, le fameux tir de punition où il pogne la rondelle avec son patin, ça nous a marqué. Donc, en tout cas, bref, j'adore vous lire, j'adore vos réactions. Surtout sur la page Patreon. Parce que ils sont sortis d'avance, donc on interagit avant qu'ils sortent au grand public. Donc, si ça vous tente de faire partie de ces gens, patreon.com/DreadfulTape. Alors voilà, donc cette semaine au pro-shop culturel en lien avec mais pas en lien avec Youngblood, mais je me sentais responsable après vous avoir suggéré un film plus au deuxième degré comme Youngblood. Je me sentais dans l'obligation de suggérer un film qui est bon entre guillemets pour vrai. non, mais j'adore Youngblood. Là. Je sais pas pourquoi j'en parle trop là, mais non, je suggère un film un film que je trouve franchement excellent. Ça fait longtemps que j'ai pas revu. Mais que j'ai le goût de revoir juste en vous en parlant. Je vous suggère un film dont le lien avec le hockey cette semaine était peut-être un petit peu plus mince, peut-être un petit peu plus stretché, mais la qualité globale du film en vaut vraiment la peine. Je parle ici d'un autre coup de génie de ces enfoirés de Pixar. Pixar qui nous ont amené évidemment des classiques comme Toy Story. Si vous n'avez pas pleuré, by the way, à la fin de Toy Story 3, vous n'avez pas d'âme, puis vous n'avez pas d'affaires sur cette terre, hein, je vous le rappelle. Mais Toy Story, Finding Nemo, Pixar, je veux dire, c'est du génie. Et ils ont fait un film en 2015 qui s'appelle Inside Out, qui est l'histoire d'une petite fille du Minnesota. Minnesota qu'on surnomme le Canadian State aux États-Unis parce que c'est un gros état de hockey, Minnesota, probablement sans contredit le plus gros état de hockey aux États-Unis, qui est dans le nord, évidemment, pas très loin du Canada. Le hockey universitaire là-bas est très, très, très coté. C'est de là que vient, par exemple, des joueurs comme Zach Paris. Il y a une grosse culture de hockey. Bref, une petite fille du Minnesota qui joue au hockey et dont les parents lui apprennent qu'ils vont déménager. Ils déménagent la famille à San Francisco, puis elle est comme, wow, tu sais, quand t'as un enfant, c'est tout un choc, c'est pas tes amis, son sport, c'est le hockey, tout ça. Et donc c'est tout un choc pour elle. Et le concept du film, en fait, Inside Out, c'est qu'on est dans sa tête et que les personnages principaux, si on veut, là, sont les émotions. Donc, la colère, la joie, la tristesse, tout ça. Et un peu, on assiste en fait au développement de ces émotions d'une certaine manière, mais au choc des émotions par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre. Mais évidemment, Pixar, c'est tellement fucking bien fait, ces putains de films, parce qu'il y a tellement de couches que c'est autant apprécié par un enfant de 8 ans qui aime... Parce que c'est un film d'animation, ce que j'ai oublié de dire en premier. C'est un film d'animation qui aime autant l'animation, qui aime le côté comique, qui aime, juste le côté visuel. Mais il y en a aussi pour tous les âges, alors qu'il y a dans tout le développement cognitif, c'est tellement bon. J'ai une petite statue d'ailleurs chez nous de sadness, de tristesse, parce que on apprend là-dedans évidemment c'est important de pleurer des fois, on essaie mais bon bref, parce que j'ai l'air d'un parent, mais non, vraiment Inside Out avec la petite fille, c'est ça, puis c'est rare aussi que dans des films américains aussi mainstream, le hockey a même un rôle, là, tu sais, c'est quand même c'est pas le sport américain, certainement. Donc, bref, le lien est plus mince avec le hockey cette semaine, mais je vous jure que le jeu en vaut la chandelle dans le sens que c'est un film juste excellent, que vous ayez 8, 12, 39 ou 72 ans, que vous soyez avec ou sans enfants, regardez Inside Out, c'est juste un autre. Tous les films de Pixar, ça regarde. On s'entend, là, Toy Story, on va pas le voir avec nos parents, là, on va le voir parce qu'on veut vivre nos émotions. Et ça, c'est tout à notre honneur. Donc voilà. Donc Inside Out, film de 2015 d'animation de Pixar, allez checker ça. Donnez-moi des nouvelles, c'est juste un film excellent. Bref, voilà. Donc cette semaine, on reçoit au podcast Monsieur Jordan Caron,
peut-être certains, vous connaissez Jordan ou de sa carrière, dans le sens que Jordan, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. C'est un choix de première ronde au repêchage de 2009 par les Bruins de Boston. Et on a été le voir, on l'a reçu au podcast dans le cadre de notre virée à Québec, là, dans lequel on avait aussi vu notre cher ami Gilles Côté, qui est un des derniers épisodes qui est passé. Et je dois remercier d'entrée de jeu Monsieur Nicolas Tremblay, qui est un ami et qui est passé au podcast. Vous avez peut-être déjà écouté son épisode. Nicolas Tremblay et Jean-Thomas Jobin, qu'on avait enregistré dans le cadre du Comédia l'an passé. Vous pouvez retourner le scroll-up dans les épisodes. On avait enregistré ça devant le public au Comédia. C'était vraiment un épisode cool où Nick parlait de... c'est un ami... en fait, c'est un gars qui a travaillé au vignoble de Jay du Temple et je l'ai connu par la bande et c'est devenu un ami. Et ça donne qu'il a été repêché par les Bruins, Nicolas, comme Jordan. Mais en tout cas, bref, sont devenus amis, je pense, dans ce temps-là, là, ligue, par les Bruins, Ligue américaine, tout ça. Et c'est Nick qui nous a fait la passe direct sur le tape pour qu'on reçoive ce cher ami qui est Jordan Caron. Bref, si vous avez pas encore écouté l'épisode avec Nick Tremblay, juste petite parenthèse avec Jean-Thomas, là, c'était assez drôle, là, cet épisode-là. Il y avait comme 8 personnes dans la salle, mais c'était vraiment un bon épisode à Québec, dans un bar à comme trop tôt. En tout cas, bref. Scroll up pour aller chercher cet épisode-là. Bref, il nous a fait part, il nous a présenté Jordan, qui a eu la gentillesse d'accepter, puis on l'a rencontré d'ailleurs là, parce que j'ai oublié de dire la date dans l'épisode, je m'en voulais à l'épisode de Benoît Gratton, je l'avais noté, j'ai oublié de la dire. D'habitude, je le remets toujours en contexte, c'est bien Jordan, on l'a rencontré le 27 juin 2019. 27 juin 2019 à l'été. Et là, au moment de diffuser l'épisode, on est déjà rendu à l'automne. Jordan a joué dans la Ligue nationale, la Ligue américaine, a joué un petit peu en Allemagne, joué en Russie. Et là, présentement, au moment où j'enregistre ceci, il n'y a pas encore de contrat. Il y a des offres sur la table, mais il n'y a pas encore de contrat. C'est la réalité de joueur autonome qui est pas nécessairement un joueur vedette de la Ligue nationale. T'as des offres de plusieurs continents, de ligues différentes. Puis après ça, c'est de juger qu'est-ce qui est le meilleur pour toi, pour ta carrière. Donc, Jordan est en train d'évaluer ça en ce moment. Puis j'ai très hâte de suivre sa carrière. J'adore suivre les carrières, moi. Toutes les carrières, pas juste les joueurs de la Ligue nationale, mais les joueurs qui jouent en Europe, en Russie, on va parler de son expérience, de voir un peu comment ça se passe, c'est quoi les défis, les obstacles, et c'est exactement de ça qu'on va parler avec Jordan dans cet épisode-ci. Jordan aussi que, bon, certains connaissent par les sites à potins, parce qu'il est ressorti avec une certaine tenniswoman montréalaise très connue. Et on va en parler plus tard, même que certains la connaissent plus comme influenceuse. Mais bon, ça c'est un autre... D'abord, on va en parler dans le podcast. Un autre lien même avec un autre invité. Jordan a été échangé contre Maxime Talbot, qui est aussi passé au podcast, premier épisode de la saison, quand il était envoyé au Colorado, puis Maxime a été envoyé à Boston. Donc voilà, il a joué 150, pour vous donner juste un petit échantillon, 157 games dans la Ligue nationale. Au total, Jordan sur plusieurs années, 28 points. Mais c'est un gars qui a joué dans les championnats mondiaux juniors, médaille d'argent pour l'équipe canadienne. C'est vraiment un gros prospect. À l'époque, il a eu une carrière en Amérique du Nord, puis là, qui continue à jouer en Europe. Je parle beaucoup. Je pense que j'ai assez parlé. Je pense que j'ai assez présenté Jordan. Aussi, aller voir Inside Out, je veux quand même le rappeler. Mais non, mais tout d'abord, voici le très sympathique et très agréable Jordan Caron. Drette sur le tape avec David Bocage. Et non, ce n'est pas un épisode d'Halloween, on est à Québec avec Jordan Caron. Ça va, Jordan? Ça va super bien. Pendant une seconde, je suis comme, c'est-tu Jordan? Mais oui, c'est moi, dis-tu Jordan? Ah non, Claude Julien qui m'appelait Jordan dans le temps. Ça commence exactement comme je voulais que ça commence, ce podcast-là. Une anecdote de Claude Julien en partant. Ouais, Jordan, il disait, comment il s'appelle? Claude Julien disait Jordan? Quand il me parlait en français, il m'appelait Jordan, puis quand il me parlait en anglais, il m'appelait Jordan. Fait que... comment t'as trouvé ça, être coaché par Claude? Non, j'ai super aimé ça pour vrai. C'était le fun d'avoir un coach québécois dans le... Tu sais, j'aurais pas pu mieux tomber que ça, dans le fond, pour commencer ma saison, ma carrière professionnelle, puis tout ça. Puis, tu sais, il m'a donné ma première chance, puis tout ça. Puis, Franco-ontarien, ça se peut-tu? Franco-ontarien, ouais, exact. C'est ça. Et côté prononciation des noms, je pense pas que c'est sa force. Je pense que Elliot Friedman, il y avait une anecdote comme quoi il avait repris Bob Cole à propos de la prononciation d'un joueur, de son nom. Puis là, Claude Julien, il avait comme froncé les sourcils, puis je pense pas que c'est le même qui dit son nom.
Puis là, Elliot Freeman était comme, oh shit, man, si j'ai l'air d'un cave devant Bob Cole, genre, je vais jamais me le pardonner. Puis là, il est allé voir le joueur, puis il a dit, comment ton père prononce son nom? Puis le gars l'avait dit de la manière que Elliot Freeman avait dit. Puis Claude Julien fait comme, eh ben. Fait que ça veut dire que lui-même appelait son joueur de la mauvaise façon tout ce temps-là. On a la chance de te pogner à Québec City. Ben, tu viens, toi, dans le fond, tu viens pas de Québec, tu viens de... Non, moi, je viens d'un petit village 45 minutes de Rimouski, Sébec, un petit village de 2000 personnes. Qui est aussi la ville natale de... David Pelletier. Oui! C'est bon, t'as fait tes devoirs. Mais moi, mon père vient de Gaspésie. OK. Fait que ces affaires-là, c'est comme tu t'es fait répéter hein, quand tu viens. Mais toi, ça compte. Sébec, ça compte-tu comme la Gaspésie ou c'est bas du fleuve? Personne ne le sait, honnêtement. Là, c'est comme c'est ça la ligne entre la Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent. C'est-tu avant ou après Sainte-Flavie? Dans le fond, tu vires vers le Nouveau-Brunswick, là, vers l'est. Ouais. Puis c'est ça, c'est à, mettons, 30 minutes là, de Sainte-Flavie. Fait que c'est ça que c'est. Qui est considéré la porte de la Gaspésie. Exactement. Fait que c'est dur. Personne ne sait vraiment. Mais je pense, dans ma tête à moi, c'est le Bas-Saint-Laurent. Est-ce que tu sais, parce que j'ai lu récemment, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est devenu David Pelletier? Je sais que je l'ai vu là, quelques années quand je jouais encore à Boston. Il était skating coach des Oilers. Je sais pas s'il fait encore ça. Mais c'est quand même drôle que le gars qui était patineur olympique est devenu coach des joueurs de la Ligue nationale. Ouais. Mais il doit avoir une technique de patin impeccable. Ouais, non, c'est ça. Je pense, en général, c'est des super bons patineurs. Ouais, là. Je pense que mes parents m'ont inscrit quand j'étais jeune. J'aurais peut-être dû continuer un peu. Ça m'aurait peut-être aidé à être un meilleur patineur. Moins payant que le hockey, le patinage. Non, mais peut-être juste, ça m'aurait peut-être aidé avec mon coup de patin au hockey, mais j'aimais pas ça. Puis, non, mais c'est ça. Je pense que David, la dernière fois que je l'ai vu, ça doit faire un 3-4 ans de ça, puis il était à Edmonton. Tu sais, ça serait intéressant de savoir. Imagine, il faut que tu donnes des conseils à McDavid. Tu vas skipper ton tour. Continue ce que tu fais. Mais t'as jamais pris des cours avec David Pelletier? Non, jamais. C'est jamais arrivé. Non, c'est ça. Fait que tu viens du bas du fleuve, tu viens de pas trop loin de Rimouski. Ouais, non, c'est ça, c'est à 45 minutes. J'ai encore, ma famille est toute encore là-bas. Ouais, j'ai un chalet là-bas, je retourne là toutes les fins de semaine. Fait que... tu jouais même pour le nom de ton équipe quand tu étais jeune, c'était pas justement l'Océanique Junior ou je sais pas trop quoi? Ouais, ben j'ai fait les mini Océaniques pour le POE de Québec, le tournoi POE de Québec. Mais dans le fond, mon équipe, c'était le TGV Pentagone de Montgély. Ça, c'est des vrais noms qui s'inventent pas. Ça, c'est du hockey mineur. Le TGV, puis c'est ça, j'ai fait de mon hockey mineur là. Le TGV. C'est une équipe française. Puis, ouais, non, c'est ça. Cool, on s'appelait le mini Océanique pour aller au tournoi POE de Québec. Spécifiquement pour ça, c'est pour ça que j'avais dit ça. Parce qu'on a fait justement le directeur général la semaine passée du tournoi. Et donc, c'est ça, fait que ça, tu viens de Rimouski. Ce qui est assez spécial, c'est que tu as été repêché par l'Océanique. Ouais, non, c'était une belle addon. Pas mini. Les vrais, les grands. Puis j'étais super content. J'avais joué en Saskatchewan à Notre-Dame, Collège Notre-Dame là-bas. Oui, Notre-Dame que le monde appelle Notre-Dame, mais qui est l'endroit où plein d'autres noms sont allés pour développer le hockey. Tu peux me donner des autres gens qui ben moi je suis allé principalement à cause que mon agent c'est Philippe Lecavalier. Oui, qui est venu au podcast. Ah ouais, nice. On est allé chez Cortex. OK, c'est beau hein. C'est malade pour Deluxe. Ouais. Fait que lui, il était à la Notre-Dame. Il est allé, Vincent est allé, puis Vincent, ça a toujours été mon idole quand j'étais jeune, puis tout ça. Fait que je voulais suivre un peu le même parcours que Vincent. Notre-Dame Océanique, t'as comme pas mal. Exact. Il manque juste un contrat de 80 millions, puis t'es là. Ouais, il en manque une coupelle de zéro au contrat. Fait que c'est ça, je me suis ramassé là, puis l'Océanique m'ont drafté, là. Fait que c'était une belle addon, puis j'ai été chanceux de pouvoir jouer par chez nous. Nice. T'es à Québec en ce moment, mais t'es vraiment pas là longtemps, parce que tu t'en retournes dans pas longtemps. En Europe, où est-ce que tu joues cette année? Ouais, dans le fond, là, je retourne. C'est ça, j'ai passé le mois de juin à Québec à m'entraîner. Puis là, c'est ça, c'est ma dernière journée demain. Puis après ça, je vais passer une semaine chez nous. Puis je retourne en Russie, à Novosibirsk, en Sibérie, dans la KHL. Quand tu le dis, ça fait-tu mal? Qu'est-ce qui est plat, c'est que je manque l'été un peu, tu sais, l'été commence juste à faire beau un petit peu. Moi, je suis ici depuis je suis revenu fin février. Fait que j'ai eu une longue hiver, puis là, le beau temps commence, puis le monde commence à avoir du fun un peu dans l'été, puis moi, il faut que je retourne travailler. Fait que c'est ça qui me fait mal un peu. Juste quand t'as envie de montrer à tout le monde tes nouvelles jupes, faut que tu retournes c'est ça, en Sibérie. Je vais manquer ça, je vais manquer la saison des jupes. L'été en Sibérie? Ça va être ma première fois. Je sais pas, j'ai regardé la température, il fait plus chaud qu'ici. C'est ce que j'ai entendu aussi, Ouais, fait que j'ai hâte de voir.
j'étais pas là l'an passé, j'avais commencé la saison en Allemagne, fait que j'ai pas ça. fait le training camp l'an passé, mais je sais pas. Bon, Ça commence aussitôt en Russie. Bonne question. C'est Question que tu as commencé l'année bien brûlée, c'est ça? Ouais, ben ils nous attirent. Ils font un camp comme d'un mois et demi, presque 2 mois. Fait que la plupart des équipes en Europe en général font ça. Puis la KHL, bon, mais encore plus tôt. Fait que c'est un camp là, comme presque 2 mois. Je pense qu'on va 2 semaines en Finlande. Après ça, on fait un autre 10 jours en République tchèque. Après ça, on va faire un tournoi en Russie à quelque part, là. Je sais pas trop exactement. Fait que, paraît que ça va être assez hardcore, là. Ouais. Ouais. Comme je t'ai dit, j'ai pas fait le camp l'an passé, là, mais de qu'est-ce que j'ai entendu dire, là, je suis mieux de... Ça sera pas touristique? Non, je pense pas que ça va être un voyage de plaisance, là. Je suis mieux d'arriver prêt. Y a-t-il des gens sur l'équipe que tu connaissais déjà? Ben, l'an passé, il y avait Gilbert Brûlé. On se connaissait pas, mais j'avais entendu parler de lui un peu. Il y avait pas français, Gilbert Brûlé. Non. Il y avait Danny Taylor, un Ontarien. Il y avait Shane Prince, un Américain. Puis là, dans le fond, tous ces gars-là sont partis. Fait que là, ils ont signé... c'est moi. Dans le fond, présentement, on est 6 importés. Des joueurs importés. Fait que, on est 6, on a le droit à 5. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Là. Peut-être que tu joues plus là puis tu sais ça, pas encore. Exact. Fait que je sais pas exactement ce qui va se passer avec ça. Mais là, présentement, c'est moi puis 5 Finlandais. Fait que je suis le seul Nord-Américain. Fait que si je joue là cette année, ça va être moi, des Russes puis des Finlandais. Fait que bon ben, bonne chance, n'est-ce pas? Pas de Québécois, pas de Nord-Américains. C'est ça. Est-ce que tu trouves ça difficile de communiquer puis de... Ouais, ben avec les Finlandais, je m'entends super bien. J'ai joué avec un gars Petri Lindbom à Chicago dans les Américaines 2 ans. Ça a été mon meilleur chum pendant 2 ans là-bas. Fait que normalement, je m'entends super bien avec les Finlandais. C'est sûr que les Russes, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Des fois, ils sont pas... il y en a une couple qui se débrouille en anglais, mais en général, ça parle plus le russe dans la chambre puis tout ça, puis dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça qui est un peu plus compliqué. L'ambiance est différente dans la KHL. Ouais, c'est ça qui est dur. C'est vraiment la barrière de la langue, là. Comme je t'ai dit, à part les importés, qui est nous, tout en russe. Les meetings, c'est en russe. Les pratiques, c'est en russe. T'as-tu ta traductrice pas loin? Traducteur. C'est pas traductrice. Je sais pas pourquoi j'ai assumé c'est une fille. Ouais, beaucoup de filles en Russie. Peut-être que c'est ça que tu pensais. Je me suis dit, tant qu'à te faire une blonde. Ouais. C'est tant qu'à avoir quelqu'un qui te suit partout. C'est pas... Ouais. Non, dans le fond, c'est un assistant coach. Ah, c'est ça. Qui traduit tous les meetings puis tout ça, puis il traduit les grosses lignes. Là, des fois, le coach il parle pendant 5-10 minutes, puis le traducteur nous traduit ça en 35 secondes. Là. Fait que là, tu fais OK, c'est bon. Qu'est-ce qu'on sait pas? C'est ça. Fait que c'est ça le plus dur dans le fond, c'est vraiment la barrière de la langue. Comment tu t'es ramassé à jouer en Russie parce que tu as commencé en Allemagne? Qu'est-ce que ouais, ben dans le fond, quand je suis parti du côté de l'Europe, mon but c'était d'aller dans le KHL. J'avais pas une super de bonne année, ma dernière année dans la Ligue américaine, puis j'avais été blessé, je m'avais fait opérer en main. J'ai joué toute l'année avec une blessure dans la Ligue américaine, fait que j'avais comme pas d'opportunité d'aller directement dans le KHL, fait que j'ai pris le chemin plus long, j'ai joué je vais signer en Allemagne, je vais faire une saison là, puis en espérant pouvoir aller dans le KHL après, puis je me suis reblessé là-bas en Allemagne, fait que j'ai juste joué 8 matchs, fait que j'ai signé 1 an, ça a comme retardé mon plan d'1 an. Fait que j'ai signé un contrat d'1 an en Allemagne, je suis retourné là-bas, j'ai joué 10 games, puis là j'ai eu un offre dans le KHL de 2 ans. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassé là-bas. Ouais. Puis est-ce que des fois quand tu vas en KHL, tu te demandes si tu vas être payé? C'est sûr que tu te poses la question. Tu sais, j'avais fait mes devoirs un petit peu quand que j'ai eu l'offre. Tu sais, des gars qui connaissaient un peu l'organisation puis tout ça, puis j'avais juste eu des bons commentaires, des gars avec qui j'avais parlé de Novosibirsk, mais de mon côté j'ai eu aucun problème, on a eu de notre argent, puis mais c'est sûr que c'est une question que tu te poses là avant de t'en aller là-bas, t'entends un peu des histoires, mais je pense que c'est de mieux en mieux, mais t'entends encore des choses là qui sont moins plaisantes un petit peu. C'est quoi le moment où tu t'es dit que tu partais pour l'Europe là, quand tu dis ok je laisse Ouais, après ma dernière année à Chicago avec l'organisation des Blues, ma deuxième année, comme je t'ai dit, ça avait pas super bien été. Puis là, je tombais comme un vétéran dans les américaines. Puis là, tu sais, au côté financier, ça se dit ça, financier, ouais. J'étais pas certain, tu sais, je voulais-tu signer un one-way Ligue américaine, être un vet, puis tu sais, comme... Ouais, savoir que...
C'est plus difficile là, d'être sur des two-way ou même des one-way de la Ligue américaine. Fait que c'est vraiment ça je me suis dit, je vais partir, je vais aller faire une carrière dans le KHL. Mon but, c'était d'aller directement dans le KHL, mais ça a été un peu plus long que prévu. Puis c'était ça, c'est la seule raison. Je me suis dit, je vais aller dans le KHL, puis c'est le côté financier, veux pas, là, je pense que je suis rendu à 28 ans, puis je jouerai pas encore pour un autre 15 ans, là, fait que c'est un peu ça là, qui m'a amené là-bas. Est-ce qu'en partant, tu te disais, ça veut dire que la Ligue nationale, c'est fini? Tu mettais-tu une croix là-dessus? Non, je pense, c'est sûr que tu veux jamais fermer la porte parce que, tu sais, en tant que joueur de hockey, en tant que petit gars, c'est important, je pense, de garder le rêve. On joue quand même parce qu'on aime ça, puis tu veux garder les espoirs ouverts, puis tout ça, vivants, dans le fond, puis tu veux continuer à essayer de travailler pour ça. Mais c'est certain qu'en traversant de l'autre côté, tu te dis que c'est plus facile, c'est plus difficile de revenir. Mais non, tu regardes, c'est sûr que il y en a qui le font, t'entends parler une couple, c'est sûr c'est rare, mais je ferme pas la porte là, si jamais j'ai une opportunité de revenir, une bonne opportunité, c'est certain que j'aimerais ça. En Russie, c'est assez spécial, tout est comme un peu une manière de le faire un peu différente. C'est vrai que vous arrivez à l'aréna ou vous dormez à l'aréna la veille des games. Comment ça se passe? Ça dépend des équipes. Nous autres, dormir à l'aréna la veille, j'ai pas entendu ça. Mais nous autres, dans le fond, c'est un peu comme une académie de hockey ou à Novosibirsk, c'est comme des dortoirs, il y a une cafétéria dans l'aréna puis tout ça, puis les jeunes grandissent un peu dans l'organisation, tu sais. Okay. Vladimir Tarasenko a joué là, puis son père était mon assistant coach cette année. Fait que... Ils se vantaient dessus, moi je suis le pan. Non, même pas. Honnêtement, j'aimerais ça dire des histoires, mais on communiquait pas très bien parce qu'ils parlaient pas anglais. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que nous autres, dans le fond, la journée de match, on arrivait à l'aréna vers 8h, 8h30. On faisait notre morning skate, on mangeait à la cafétéria. Puis c'est l'après-midi. On dormait à l'aréna, dans le fond, dans les dortoirs. Dans les dortoirs à l'aréna, fait qu'on on arrivait à l'aréna vers 8-9 heures le matin, puis on sortait vers minuit le soir là, après le match, fait que c'est ça qui était vraiment différent. Puis je parlais à des gars comme David Dernay, eux autres ils allaient à l'hôtel. Ça dépendait des équipes, mais la plupart des équipes, là, la journée de match, t'es parti toute la journée de 8 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. T'es en équipe, puis c'est focus, puis... Mais honnêtement, là, au début, je trouvais ça bizarre la première semaine, mais après ça, tu te rends compte, c'est mieux. Ouais. Tu finis ta pratique, tu vas manger, puis tu vas direct dans ton lit, tu écoutes tes TV shows, tu n'as pas besoin de conduire pour aller chez vous, de te faire à manger ou d'aller au restaurant. Fait que tu t'habitues à cette routine-là, puis c'est plus simple, puis c'est plus facile. C'est sûr que quand t'as une famille, t'as des enfants, puis ça, c'est plate un peu parce que tu vois pas de la journée, mais comme moi, j'aimais bien ça, tu sais, puis un coup habitué à cette routine-là, là, c'était parfait pour moi. L'horaire parfait pour un bachelor. Exact. Tu vis ta vie. Ouais. Mais on a parlé de la Russie un peu, mais t'as quand même joué dans la Ligue nationale. T'as joué combien de games? T'as joué une 160? Ouais, 160 environ. J'ai pas le nombre exact, mais ouais, dans cette... Est-ce que, parce que toi, t'as quand même été repêché au premier round par les Bruins? Ouais, en 2009, ça passe vite. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais. C'était où le repêchage? Montréal. Ah oui, c'est vrai, j'étais là. J'étais plus là rendu à toi, il a fallu que je parte enfin pour... j'ai vu jusqu'à Louis Leblanc, mais ça, c'était spécial de quand même avoir ton repêchage dans ta province natale. Ouais, pour vrai, c'était fou, là. Toute ma famille était là. Je pense qu'on avait 100... Je pense que j'avais demandé 100 billets à mon agent. Ouais. On était 30 assis comme dans les estrades du bas. Puis j'en avais 70 autres en haut, au Centre Bell. Puis toute ma famille était là. On était à l'hôtel c'est le Hilton, je pense, qui est juste en face, ou le Sheraton, un des deux. Puis tout le monde était là. Puis le gros party toute la fin de semaine. Puis être repêché en première ronde en plus, là, c'était fou pour eux. C'est que toi, tu savais pas si t'allais première ou deuxième ronde? Ouais, non, c'est ça. J'étais comme ranké entre 15 et 45, mettons. Fait que... J'ai sorti fin de première ronde, 25e, puis c'était vraiment malade pour vrai. Est-ce qu'il y avait un certain stress là-dedans de si je sors pas en première ronde, ça va être moins le fun? Ouais, ben oui, tu sais, c'est sûr, c'était un peu un rêve de petit gars de pouvoir aller sur le stage, puis de serrer la main à Gary Bettman, puis tout ça. Puis en plus, il y avait... to the show. Exact. Puis tu l'as dit pareil comme lui. This is a big deal. This is a very big deal. Fait que, puis tu sais, en plus, avec tout le monde qui était là, puis tout ça, mais
Non, mais honnêtement, tu sais, j'avais un bon feeling de sortir en première ronde. Là. C'est sûr que c'était pas sûr à 100%, mais j'étais confiant, puis j'étais pas si nerveux que ça, mais là, c'est sûr que j'avais hâte là, de... C'est long, une ronde. Ouais, non, très, la très première long. ronde. La Très première long. ronde, c'est long, hein. Puis est-ce que tu avais un feeling que les Bruins pouvaient être ton équipe? Ou... Zéro. Pour vrai, non, je pensais que je sortais 22e à Vancouver. Ouais. Il me semble que c'est ça. En tout cas, je me trompe peut-être d'un chiffre, là, mais je pensais que je sortais à Vancouver. Les autres m'avaient dit qu'ils me pognaient si j'étais encore disponible à 22. Classique phrase. Ouais, exact. Tu l'entends souvent, celle-là, mais je pensais que c'était ça, tu sais. Puis ils ont repêché Jordan Schrader, je pense. Jordan Schrader, ouais. Il était ranké plus haut, tu sais, dans le top 10, je pense, dans le top 15, puis il avait glissé un peu, fait qu'ils ont pogné lui. Fait que là, j'étais plus sûr pantoute, mais là, j'espérais me rendre à Tampa Bay, qui repêchait 29. Comme là, je suivais comme encore Vincent. les traces de Vincent, fait que c'est ça que c'était ça. J'espérais que c'est ça qui arrive. Fait, en fin de compte, Boston, puis j'étais super content. Ben oui. Tu te souviens-tu de ton premier goal dans la Ligue nationale? C'était contre qui? Martin Brodeur, ouais. Pas Saint-Louis. Mais ouais, Martin Brodeur, c'est quand même spécial, encore une fois, pour un petit Québécois. T'es pas si petit que ça, mais de compter un but contre un gars que tu regardais jouer quand tu étais jeune à la télé. Là. Ouais, non, c'était fou pour vrai. C'était ma deuxième game. On avait commencé la saison en Europe cette année-là. C'était les World Series, là. Ben pas les... Ouais, les NHL Premiers. Ouais, on avait joué 2 matchs quand j'avais été scratch à la première game. Après ça, j'avais joué le deuxième match là-bas contre les Coyotes. Puis c'était à Prague, ça aussi, c'était assez c'était débile là-bas. Puis ça. Puis après ça, on est revenu en Amérique du Nord. On avait joué contre New Jersey. Puis c'est ça, j'ai scoré sur un rebound là, de Johnny Boychuk. Yes! Puis ouais, non, je m'en souviens très bien, puis c'était fou. Il y a eu beaucoup de up and down quand tu arrivé dans la nationale. Comment ça se passait? Un peu essayer de percer la nationale, les two-way, tout ça. Comment ça s'est passé un peu ton arrivée? Ouais, non, c'était tough, c'était difficile. Tu sais, j'ai commencé ma première année en sortant du junior. Si ça serait à refaire, j'aimerais mieux commencer dans les américaines parce que tu sais, j'ai comme vécu le comme tu as dit tantôt, le show en partant, tu sais, puis tu t'habitues à ça, puis en étant jeune et naïf, tu penses que ça t'est dû un petit peu, tu sais. Quand ils m'ont descendu, je pense que j'ai joué 24 games, puis ils m'ont descendu, puis je pensais, tu sais, que ça m'était dû un peu d'être rappelé, tu sais, j'avais bien fait les 20 games que j'avais joué puis tout ça. Fait que c'est ça a été difficile côté après ça là tu tombes dans la Ligue américaine qui est complètement différente de la Ligue nationale. Tu joues dans ce temps-là, ma première année, on jouait des 4-5, on jouait le mercredi, vendredi, samedi, dimanche. C'était monnaie courante là, de faire ces affaires-là, t'arrives à l'aréna, il fallait que tu défasses ta poche puis tout ça, puis tu sais c'était comme vraiment un gros shift là, entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, les autobus, les 4-5 puis tout ça. Puis en étant une recrue, tu sais, je venais d'avoir 20 ans, puis il fallait nettoyer l'autobus, tu sais, après les road trips puis tout ça, puis là j'étais comme c'est quoi ça, tu sais, je faisais pas ça junior, tu sais, je faisais mon bébé un peu dans le sens, tu sais, j'étais pas prêt à ça puis au lieu, tu sais, de mettre mes bottes de travail puis de grinder puis tu sais de vouloir remonter, tu sais, j'ai comme été pas que je me traînais les pieds là, mais tu sais, je pensais que j'allais remonter parce que j'avais été un choix de première ronde puis que j'avais bien fait, tu sais. Fait que c'est ça qui a été difficile, tu sais, je me suis comme je me suis pas laissé aller, mais j'aurais pu en faire plus pour remonter. Fait que ça a fait ça pendant... c'était ça. C'est l'histoire de ma première année, dans le fond. Puis après ça, la deuxième année, ça avait super bien été. Probablement ma meilleure saison côté Ligue nationale. Puis après ça, là, il y a eu le lockout. Là, ça a été difficile. J'ai pas une super de bonne année dans la Ligue américaine. J'ai fini l'année dans la Ligue nationale. Puis c'est ça. Après ça, j'ai fait 2 ans sur des one-way à Boston. Encore une fois, fait la navette. Ça n'a pas été facile, ça non plus. Puis, quand tu es sur un one-way à la Ligue nationale, puis qu'il te renvoie en bas, il faut que tu passes par les waivers. Par les waivers, c'est ça. Puis par le balotage, puis t'as pas été réclamé. Non. C'est quoi le sentiment de savoir que... c'est pas le fun. 31 équipes font « Non, ça va être correct, on n'a pas besoin de toi. » Non, c'est ça. Dans ce temps-là, c'était 30. Il n'y avait pas Vegas encore, mais non, c'est pas le fun. Tu sais, comme quand ils te disent ça, c'est comme les jambes te coupent. Là. C'est comme tu te sens vraiment pas bien, puis c'est comme fuck. Tu sais, c'est vraiment pas un bon feeling.
puis là, t'espères un peu, mais tu le sais que dans le camp d'entraînement, c'est très rare que les gars se font ramasser ces waivers. Fait que tu t'appelles ton agent, tu dis OK, ils viennent de mettre ces waivers, qui est parfait. Bon, ben honnêtement, il dit je pense pas que tu vas être réclamé parce qu'à ce temps-ci de l'année, les rosters sont pleins, il n'y a pas de place à nulle part. Fait que tu vas aller dans la Ligue américaine, mon homme. Puis, est-ce que ton agent il essaye d'appeler des équipes? Ouais, un petit peu. Tu sais, ben, il dit ça, je sais pas exactement comment ça marche. Il fait après ça, il met son téléphone par terre et il va se coucher. C'est ça ressemble peut-être à ça, mais c'est ça. C'est pas un bon feeling, c'est sûr. Puis après ça, tu as eu un petit peu des up and down. Qu'est-ce qui est arrivé en ta carrière? Tu sais, là, c'est le fun aussi, tu as un peu l'introspection sur ton attitude à 20 ans. Là, que 8-9 ans plus tard, tu es comme, ouais, là, je peux te dire qu'avec le recul, c'était pas, mais y a-t-il d'autres choses que tu comprends aussi avec le recul que tu fais, ouais, ça, quand les gens aujourd'hui me demandent pourquoi tu joues pas avec nationale, toi qui es un choix de première ronde de 2009, t'as des réponses en tête? Ouais, non, je le sais. Tu sais, des fois, t'entends le monde dire, ah, tu sais, ils te faisaient pas assez jouer, tu jouais pas beaucoup, c'est pour ça que tu produisais pas, ils t'ont pas donné ta chance. Puis les gens veulent te donner des excuses. Exact, ils trouvent des excuses pour moi, mais moi, c'est pas de même que je le vois. Je pense que avec le recul, avec la maturité que j'ai pris en vieillissant, puis tout ça, tu vois la différence entre les gars qui ont percé puis ou qui ont réussi à rester, parce que c'est très, très, très difficile, là, veux pas, là, de percer puis de rester là. C'est une chose, c'est un cliché de dire ça, là, mais c'est quelque chose de s'y rendre, mais c'est encore plus dur de rester, puis je pense que c'est vrai. Mais, les efforts, là, tous les petits détails que je me dis que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait, je veux pas paraître comme si je me traînais les pieds, là, ça a jamais été le cas. J'ai tout le temps travaillé fort, mais je pense que j'aurais pu faire des choses différemment pour me donner une meilleure chance de pouvoir rester là. C'est quoi que tu aurais fait différemment? Ben juste mettons les petits extras que c'est facile à dire à cette heure, mais tu sais, tout checker les vidéos. Ben tu sais, je vais donner un exemple, j'ai habité avec Antoine Roussel ma première année. Quand je me suis fait descendre dans la Ligue américaine, j'avais encore 19 ans. Ou non, je venais d'avoir 20 ans. Puis c'est ça, ils nous ont comme mis dans un appartement d'équipe, puis j'habitais avec Antoine Roussel, puis lui était East Coast, Ligue américaine, tu sais. Puis on avait joué toute notre junior. C'était pas un choix de première ronde comme toi, c'était un gars pas drafté. Non, c'est ça, puis tu sais, c'était sûrement un gars invité à ce temps-là. Puis il travaillait tellement fort, là. Tu sais, on restait dans le même. Puis moi, mais on est chum master, tu sais, on a habité ensemble, on a joué ensemble, mais tu sais, il me tapait ses nerfs tellement qu'il travaillait fort. Il tapait ses nerfs à tout le monde. Ah, tu sais, Jordan, là, avec son accent, là, comme ça, là. C'est ça, mais tu sais, il travaillait tellement fort, tu sais, là, je me souviens, le soir, il se stretchait, tu sais, en écoutant la TV. Il se levait à 7 heures le matin, il fallait être à l'aréna à 9, mettons, moi je me levais à 8h40, on restait à côté, puis c'était un bol de céréales sur le coin du comptoir, puis lui, ça faisait déjà 1 heure qu'il était réveillé, puis il était prêt, il avait vraiment sa routine, puis il faisait tout ce qu'il pouvait, qui était dans son pouvoir pour être le meilleur joueur de hockey possible, puis il arrivait à l'aréna, s'entraînait, pratiquait comme un malade, je me dis, il avait sa chin strap encore, il jouait encore comme ça, puis il frappait dans les pratiques, puis le monde trouvait ça fatigant, mais il travaillait tellement fort, puis 2 ans plus tard, 2-3 ans plus tard, il a vraiment grindé, là, il est retourné dans les East Coast, il avait pas facile à Providence, il jouait pas beaucoup. Puis je pense que 2 ans plus tard, je me souviens exactement j'étais où quand j'ai vu qu'il a scoré son premier but dans NHL, puis j'ai comme fait wow, il mérite tellement, puis il a tellement travaillé fort. Fait que juste toutes ces petites affaires-là que je me dis, si j'aurais compris à un plus jeune âge que j'aurais pu faire ces choses-là moi aussi, peut-être que les choses auraient été différentes. Puis à cette heure, en vieillissant, c'est des choses que je fais, mais que j'aurais aimé faire quand j'avais 21, 22, 23, mettons. Ouais. Quand tu vois un gars comme Antoine Roussel signer un contrat de 12 millions? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. 12 millions à Vancouver, t'es-tu comme... Ouais, ben tu non, mais lui, tu sais, comme il y en a que tu dis ça, tu fais shit. Mais lui, je pense, je suis tellement content pour lui parce qu'il le mérite tellement, il a tellement travaillé. Mais ça t'es-tu arrivé déjà d'être jaloux puis de faire comme comment ça que lui il a ça, moi je trouve que j'étais meilleur que lui puis. Non, vraiment pas. Ben tu sais, non, je peux pas dire ça. Je suis pas quelqu'un de jaloux. Quand ça va mal, tu sais, puis tu dis hey, j'étais supposé être là. Puis non, je suis vraiment pas quelqu'un de jaloux. Puis je regrette à rien. J'ai appris dans ma carrière, puis c'est des choses que
je serais pas qui je suis aujourd'hui, puis c'est des choses qu'il fallait que je vive, puis que j'ai fait mes propres expériences, puis tout ça. Puis je suis sans être satisfait de ma carrière, je suis content de ma carrière aussi, tu sais, c'est j'ai quand même un beau parcours, puis tout ça, puis je gagne encore très bien ma vie en jouant au hockey, puis je regrette rien, fait que je suis pas jaloux, puis je regrette pas mon parcours. Tu as eu une première année rock, parce que la première année que tu arrives à Boston, l'équipe gagne la coupe. Ce qui est pas pire quand même comme entrée en matière. Et avant la coupe, tu arrives à Boston, quand tu arrives, puis tu as 20 ans, tu arrives au grand entraînement, puis qu'il y a Brad Marchand, puis Chara, puis Bergeron, pis ça, c'est qui là-dedans, toi, qui t'a vraiment, qui t'a comme un peu marqué ou qui t'a impressionné quand t'as un kid qui arrive au grand entraînement? Qui tu te souviens avoir fait comme au grand entraînement, genre, oh shit? Ouais, il y en a plusieurs, pour vrai, parce que, tu sais, c'est tellement, comme tu dis, ces gars-là, c'est tous des gars impressionnants, premièrement. Je me souviens junior, tu sais, j'étais co-chambreur avec Patrice Cormier, puis on écoutait souvent les games du Canadien, puis tout ça, puis on écoutait Boston, puis on se disait, on écoutait Boston Canadien, puis on disait les deux gars qui nous faisaient le plus peur dans la Ligue nationale, c'était Lucic puis Chara, on disait ça. Puis comme un an plus tard, j'étais au camp avec eux autres. Fait, non, c'est sûr, c'est ces deux-là. C'est ces deux bêtes, c'est des animaux, là. Ils sont énormes, ils font peur, ils sont gros, ils sont méchants. Ça à glace, mais c'est deux gars vraiment incroyables hors glace. Non, c'est sûr, mais ma première année, c'est sûr que c'est ces deux gars-là là, qui m'ont le plus impressionné. Y a-tu des souvenirs que tu as avec ces gars-là, des souvenirs hors glace qui t'ont marqué? Juste Chara, tu sais, t'arrives au camp, puis on a les tests physiques, puis un test de pull-ups, là. Puis lui, il en avait genre fait, il pèse quoi? Il pèse peut-être 2,60, 2,70, mesure 6 pieds 9. Puis moi, j'arrive, j'en fais comme, je sais pas, 12, 13, 14. Tout le monde fait ça, tu sais, personne va en haut de 20. Puis il arrive, c'est le plus gros de la gang, puis il en pète genre 35. Puis là, t'es comme, ouais, qu'est-ce qui se passe là? This is the Bruins, welcome to the Bruins. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la première fois, là, tu fais comme, je peux en faire plus. Ouais, exact. Puis on parlait de petits détails, là, tout mettre les chances de ton côté, ben lui, d'après moi, depuis 15 ans, même peut-être plus jeune, qui fait tous les petits détails pour être le meilleur joueur, le meilleur athlète possible. Puis c'est pour ça qu'il a la carrière qu'il a aujourd'hui. Guess what? Il joue encore dans la Ligue nationale, puis il a 42. Exact. À l'époque, à l'âge où les gens sont dans une chaise berçante. Est-ce que tu as eu des moments avec eux sur la glace? Tu sais, Nick, quand il était vu au podcast, je pense que c'était ramassé dans un drill de... Il faut aller chercher la rondelle, 1 contre 1, puis c'était contre Lucic, puis il dit... je pense que j'ai encore mal à la tête là, d'avoir volé dans la bande comme une guenille usagée. Est-ce que tu te souviens sur la glace avoir eu des gars qui t'ont passé une tasse de café ou? Ouais, non, ben exactement ça. Premier camp, on dirait que c'était comme dû pour arriver. Là. C'est probablement le même drill que Nick a fait. 1 contre 1 dans le coin contre Chara. Tu te dis, ferme les yeux. Patine le plus vite que tu peux, fais-toi pas pogner. Puis honnêtement, ça va bien été. J'étais comme surpris. Je m'avais quand même assez bien débrouillé. Fait que là, ça m'avait comme donné un petit boost de confiance. Vas-y par vitesse, pas par force. Ouais, c'est ça. Je dis, sauve-toi, là. C'est ça. Fais-toi pas pogner par lui. Fait que, mais non, sinon, à part de ça, je pense pas, non. Tu sais que son bâton à Chara, il est comme... il est plus grand que moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, il est tellement long que... C'est illégal, techniquement, mais lui, il a le droit parce que c'est sa vraie grandeur. Mais si, mettons, son bâton tombe sur la glace, puis qu'un autre joueur le prend, c'est une punition parce que c'est illégal. Tu sais, il y a vraiment juste lui qui a le droit de jouer avec ses bâtons. Parce que sinon, ça serait... C'est comme si quelqu'un utilise une pôle à piscine. T'as pas le droit. Non, c'est ça. Son bâton est plus grand que moi. Tu sais, c'est vrai qu'il pense qu'on est à la maison hantée de la ronde. Oh non, on est à Québec, mais il y a des tonnerres puis il y a une ambiance d'épouvante. Mais il y avait aussi un gars, il y avait plein de gars qui commençaient en même temps que tu arrivais. Il y avait Brad Marchand qui était dans ses premières années. Brad Marchand qui est tout le temps dans les nouvelles pour des raisons, mais puis d'autres. Brad Marchand, c'était quoi ton impression de lui de l'intérieur? Ouais, ben au début, on se battait comme pour le même spot. Ah ouais, fait qu'il était one-on-one. C'était ma première année, puis lui, ça devait être sa 3e, je pense, 2 ou 3e. Je pense qu'il avait joué une vingtaine de games la saison d'avant. Puis il était plus dans les américaines, je pense, ça faisait 2 ans. Puis c'est ça, on se battait comme pour le même spot, puis on en reparlait après, tu sais, on est parti en Europe, puis il restait 1 ou 2 coupures à faire, puis on est parti à Prague, puis tout ça, puis on se battait vraiment pour le même spot. Puis après ça, les gars contaient des histoires sur notre training camp à Prague, tu sais, les gars en profitaient, les gars allaient visiter, les gars sortaient, tu sais.
Mais nous autres, on n'a pas vu ça dans le fond là, parce qu'on se couchait à 10 heures pendant que les autres s'amusaient puis tout ça. Ouais. Fait que puis on se détestait parce qu'on a joué contre Junior. Puis on avait eu quand même des bons head-to-head là, Junior là, Mané, quand il était à Val d'Or, je me souviens on s'avait chirpé toute la game puis il avait comme fait 7 points ou 8 points en 2 games. Il était débile, même Junior. Mais on savait vraiment chirper toute la game, puis on en reparlait après. Mais chirper ou chirper? Chirper, tu sais, on s'écœurait. Vous trash talker. Ouais, exact. Fait que on s'avait vraiment écœuré toute la fin de semaine, les 2 matchs, puis tout ça, puis on en reparlait après, mais le premier camp, on se détestait parce qu'on savait qu'on se battait pour le même spot. Ouais. Fait que, c'est ça, mais sinon, après ça, au fil des années, c'était numéro 1, tu sais, comme, c'est souvent ça, tu vois ces gars-là, tu vois Lucis, tu vois Chara, tu vois Marchand, puis en plus, quand au Québec, le monde les déteste parce que c'est les Bruins. Ouais. Mais c'est tellement des bons gars, c'est des gars que tu veux dans ton équipe, c'est des travailleurs incroyables, des joueurs de hockey incroyables, puis tu les veux dans ton équipe parce que c'est des bonnes personnes, puis c'est des excellents travailleurs. Puis il y avait un jeune Tyler Seguin aussi à l'époque. Ouais, c'est vrai, c'est... 2009, lui il était drafté en 2011 ou 2010. 2010, ouais, c'est l'année après moi. Fait que lui, ça a pas... Il a jamais rejoué, je pense, junior. Je pense qu'il est allé direct à NHL, si je me trompe pas. Puis, ouais, je pense, ouais. C'était quoi ton... Parce que tu sais, lui, ça a été le fameux échange. Toi, c'est Pete Shirley qui t'a drafté. Ouais. Que 10 ans plus tard, il a comme une autre réputation, parce qu'avec son passage à Edmonton, ça a peut-être un peu écorché sa réputation, mais... lui, Pete Shirley, c'est le gars qui a échangé Taylor Hall et Tyler Seguin dans sa vie. Mais il avait échangé Tyler Seguin, puis je sais pas si tu avais déjà vu les vidéos, mais il y avait eu pendant le meeting. Behind the Bee, je sais pas trop quoi, c'était des making-of. C'est lui, il fait pas d'un Bruins, il fait pas de... Bref, aujourd'hui, c'est encore plus drôle. Mais puis là, finalement, il a échangé Tyler Seguin contre Eriksson, tout ça. Puis bon, finalement, peut-être avec le temps, ça servait contre lui. Mais Tyler Seguin, qui arrive en jeune... rockstar à Boston, il était comment Tyler Seguin, puis dans le sens que est-ce que tu te dis ouais je comprends pourquoi Pete Shirley l'a échangé, ou tu te dis parce que c'est tout un joueur de hockey qu'on l'aime ou pas là, Tyler Seguin, mais c'est quoi ton souvenir de lui comme rookie, t'sais? Ouais, ben la première année, il est vraiment confiant, puis je pense que ça paraît sur la glace la façon qu'il joue. C'était un excellent joueur de hockey, mais il y a une confiance là que c'est pas que tout le monde y a. Fait que c'est sûr que des fois, quand tu le connais pas beaucoup au début, tu le trouves arrogant. Tu le trouves arrogant un petit peu, tu sais, mais quand tu apprends à le connaître, puis ça, tu te rends compte que c'est vraiment plus une façade, puis c'est la façon que lui voit les choses, mais tu sais, c'est pas une mauvaise personne pour ça, c'est juste la façon qu'il est. Mais sinon, on a habité ensemble 1 an. On a été coloc à Boston, puis ça a super bien été, on s'entendait bien, puis tout ça, fait que... Mais c'est sûr que si tu parles de l'échange, c'est peut-être pas la meilleure, ça paraît pas bien. Mais c'est sûr que c'est pas le hockey a changé. Aujourd'hui, je pense que c'est facile de regarder cet échange-là puis de dire que c'est une mauvaise échange, mais c'était pas un gars physique. C'est vrai qu'il fitait pas vraiment dans le style des Bruins défensivement. C'était pas le meilleur. Il était plus petit, rapide, il allait pas dans un coin tant que ça. Puis je pense que ça fitait pas avec la mentalité que Peter Chiarelli voulait amener, l'identité qu'il voulait avoir sur la glace. Mais non, c'est sûr que quand aujourd'hui tu regardes l'échange, là, puis ça paraît pas bien, c'est sûr. T'étais-tu en contact des fois avec Cam Neely? Il venait dans la chambre un petit peu, mais pas plus que ça. Il venait faire son tour. Il avait toujours l'air sérieux, tu le croisais puis tu regardais un peu à terre, là, t'osais pas croiser son regard, là, il est quand même assez intimidant. Fait que non, sinon il y a une couple de gars, les plus vieux, ils parlent un petit peu là, mais moi j'ai parlé vitement, comment ça va, quelques questions là, mais jamais eu de gros meetings avec Cam Neely. Est-ce que quand t'es arrivé, on a parlé de Bergeron, en fait de Charrot, mais le général en chef des Québécois, pas des Québécois, mais des Bruins, c'est Patrice Bergeron, puis toi, t'es un autre Québécois qui arrive. Est-ce que Patrice Bergeron, il vient te voir quand t'arrives? Quand t'as un petit Québécois qui arrive au camp des Bruins? Ouais, c'est la première chose il m'avait appelé quand j'avais été repêché. On avait le même agent, c'était Phil, notre agent, fait qu'il m'avait appelé, puis tout ça, me souhaitait la bienvenue.
Puis premier camp de développement, premier camp, j'avais pas fait le premier camp parce que j'avais été blessé, j'avais la clavicule cassée, mais il était venu me voir. On savait, il m'avait jasé ça, il m'avait souhaité la bienvenue puis ça. Fait que en gentleman comme il est, c'est le meilleur go au monde, Pat. Ouais. Là, je pense qu'il y a cette réputation-là, puis elle est vraie. Je le connais pas, je me fie à toi. Ouais, non, mais tu t'entends parler les journalistes à TVA ou à RDS, peu importe, c'est vraiment un gentleman, c'est vraiment une bonne personne, puis tout ça. Puis il est de même dans la vie de tous les jours aussi, là, c'est pas juste à la TV, fait qu'il était venu me voir, souhaiter la bienvenue. Ma première année, il m'avait aidé à choisir un appart, j'habitais dans le même building que lui, toutes ces choses-là, tu sais, à l'épicerie ensemble, les premières choses que tu sais pas, t'as jamais faites quand t'as 19-20 ans, ben c'est Pat là, qui m'avait aidé là-dedans. C'est est-ce que je vais te demander par rapport à lui? Ouais, ça, j'ai oublié, j'ai trouvé pas assez une bonne mémoire. Mais lui, en fait, qu'est-ce que je vais te demander? Si je pas de ma mémoire. Anyways, non, j'allais te demander. Je sais pas, je m'en souviens pas. Pas de bonne mémoire, je m'en souviens pas. Non, mais en fait, après ça, il y a eu la Coupe Stanley cette année-là. Je pensais, peut-être ça va me revenir. Mais il y a eu la Coupe cette année-là. Puis, c'est quoi, toi, ton rôle dans cette année-là? Parce que tu joues pas assez pour être, tu sais, t'es comme in and out. Fait que pendant les séries de la Coupe, t'es-tu avec l'équipe? T'es-tu en bas? T'es où? Ouais, dans le fond, toutes les équipes font ça. Ils ont toujours une gang de Black Ace pendant les playoffs. Il y a peut-être 5-6 gars qui suivent de la Ligue américaine qui suivent l'équipe. Fait qu'au début, dans les 2 premières rondes, j'étais là. Je faisais partie des Black Ace. Je pratiquais avec les Black Ace. On était, mettons, 5 gars de la Ligue américaine. Puis des fois, les extras, mettons, je sais pas, Thornton, des fois, il jouait pas ou peu importe. Fait qu'il venait pratiquer avec nous autres. C'est des affaires dans même. Son nom, Sean? Sean, c'est ça. Fait que, mais après ça, il y a eu une blessure. C'est Orton, je pense, qui s'est blessé en finale ou peut-être même avant ça. Quand Seguin a rentré, je pense, en finale de l'Est contre Tampa, je me trompe peut-être, en tout cas, il a scoré 2 buts à son premier match, mais là, il y avait eu une coupelle de blessures, fait que là, ils m'ont... là, j'ai été comme... Je me suis joint à l'équipe, dans le fond, là, je faisais les warm-up avant un game, puis tout ça. Tu y croyais, tu y croyais. Ouais, j'étais, genre, j'espérais, là, j'espérais pas que quelqu'un se blesse, mais, tu sais, si tu veux jouer, puis... Fait que je faisais tous les warm-up d'avant le match, puis c'était malade, pour vrai, là, je me souviens... Ryan Kessler, il passait tout le temps le warm-up, il se promenait tout le temps sur la ligne rouge. Fait que game 7 à Vancouver, le strength coach, j'étais toujours avec lui parce que, tu sais, mettons, je faisais le warm-up, puis j'allais m'entraîner avec le strength coach, puis tout ça. Puis là, avant le warm-up, il vient me voir, il me dit, là, Ryan Kessler va passer sur la ligne rouge pendant le warm-up, là, rentre dedans, tasse-toi pas, tu pourras pas, tu t'auras pas de punition, tu joues pas, whatever. Fait que j'arrive, c'est le kid de 20 ans, puis là, Ryan Kessler s'en vient, puis que là, je me time, pis ça, puis là, je me mets sur la ligne rouge, je me suis, je me tasse pas, puis là, on fait juste pomper l'épaule, puis là, je me souviens, il s'est comme viré, il m'a regardé, puis il devait se dire, c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais même pas pourquoi il est sur la glace, je l'ai pas vu de la série. Puis là, je voyais le strength coach, là, il me faisait des thumbs up, tu sais, sur le banc, pis ça, puis là, après la victoire, on s'est habillés, tu sais, les gars qui jouaient pas, on s'est habillés, puis on a été prendre... les gars nous laissent aller sur la glace, prendre des photos avec la coupe, pis tout ça, qui est complètement débile. Puis là, le strength coach, là, il me disait, tu sais, comme, good job, bla, d'avoir rentré dans Kessler. T'as fait la différence dans cette série-là. J'ai fait ma part, là, dans la victoire de la Coupe Stanley. Les votes du consumateur, c'était Tim Thomas, puis toi, deux. Ouais, pour ma job, ça a ligne rouge dans les warm-up. Il avait pas battu les Canadiens en première ronde cette année-là, je pense, les Bruins. C'était allé à Game 7. Ouais, overtime. Game 7, ouais. Puis, Nathan Horton, je pense. Raison, Fait que toi, t'étais-tu à Montréal? T'avais-tu de la famille qui venait voir les games? Ouais, mon père, mes sœurs, tout le monde venait voir les games. On sait jamais, peut-être Jordan va être à vie. Ouais, non, mais tu sais, c'était vraiment cool pour vrai, tu sais, je suis quand même chanceux de pouvoir avoir vécu ça, là. C'est sûr que ça aurait été le fun de jouer, là, mais de voir ça, de voir les efforts que ça prend, les gars qui jouent se blesser, c'est vraiment un grind là, pendant 2 mois de temps. Ouais. Puis je suis content de pouvoir avoir vécu ça quand même. Tu parlais de la finale contre Vancouver. Vous perdiez la série 3-1. Hein? Les gens oublient ça parce que vous avez gagné, mais vous perdiez la série 3-1. Ouais. C'était une défaite de la Coupe
pendant 3 games consécutifs. Ouais, puis Game 7, là, c'était débile. Là, personne pensait que... C'était-tu à Vancouver? C'était à Vancouver. Ouais. Ah oui, c'était à Vancouver, les Emirates. Ouais. Puis non, c'est ça. Pas grand monde qui pensait que Boston allait gagner ça. Puis c'était tout qu'un comeback. Là. Marchand, justement, Bergeron... c'était une équipe, il y avait tellement de profondeur, là. Pour vrai, c'était... Il y a des raisons pourquoi t'as pas joué. C'est ça. Tu regardes l'équipe sur papier, là, c'était un club boosté, là, veux pas, là. Ben, Vancouver était pas mauvais. Les Sedin, puis Luongo, puis... c'est vrai. Mais, tu sais, c'était une équipe de travaillants. Il y avait pas de superstar, vraiment, à Boston. Mais c'était vraiment une équipe complète, là, puis avec une chimie incroyable, puis c'était beau à voir, pour vrai. Raconte-moi la fois où... comment ça se passe quand... T'es dans les estrades, mais là, vous allez gagner la coupe. Fait que là, c'est quoi? À quel moment vous descendez dans... Ouais, il reste, à chaque fois quand t'es scratch, mettons, quand il reste 10 minutes, tu descends dans la chambre. Ça fait... Peu importe, OK. Peu importe. Fait que là, on descend dans la chambre, puis là, il restait, je sais pas, peut-être 2-3 minutes. Puis je me souviens pas comment la game a fini, mais il y avait une couple de buts d'écart. Fait que là, il y avait Thornton jouait pas non plus, puis tout ça. Fait que là, on s'habille vite, puis tout ça. Puis là, tu vas dans le couloir, là, en arrière du banc, puis quand il reste... quand la game finit, tu sautes sur la glace. Puis... Il y a tout le temps des gars qui arrivent avec les cheveux complètement secs. Ah, c'est ça. Exact. Puis là, c'est comme... Tu sais que tu seras pas dans les 12 premiers à avoir la coupe, là. Il va y avoir plein de monde qui vont passer. C'est qui t'a passé la coupe? C'était Tyler Seguin. What? Ouais. C'est un hasard ou... Ouais, mais c'est un peu... Ça va tout le temps dans la hiérarchie du club, un peu, tu sais. Fait que j'étais comme le next... j'étais après lui, dans le fond. Dans le fond, que t'es comme... Le deuxième, t'es comme dans l'ordre d'âge pis tout, mais sauf que lui, il jouait un c'est ça, il jouait. Fait qu'il était le next gars. C'est ça, exact. J'étais le prochain à jouer. Fait que lui, c'était comme le dernier joueur qui avait joué. Puis là, moi, j'étais comme le 13e attaquant. Ouais. Fait que c'était un peu de même. Tes parents sont-ils venus à Vancouver pour ce game-là? Non, ça c'était... c'est sûr que si j'aurais joué, ils seraient venus, mais vu que je jouais pas, puis ça, il l'écoutait à la TV, puis... T'es content quand même. Il espérait que quelqu'un pogne la grippe pendant le warm-up, puis que je joue la game, ça a pas arrivé. Puis, parle-moi de comme... Parce que là, c'est ça que... Je sais que ton nom ne pouvait pas être sur la coupe, c'est ça? Ouais, ça prend 41 matchs. Ou? Pendant la saison, ou un match en finale. Pas dans les séries, en finale? En finale. OK. Et qu'est-ce que... Quand tu gagnes la Coupe Stanley, je veux dire, du moment où vous quittez la glace, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ça allait pas vous coucher, là. Non, en plus, on a repris l'avion, fait que là, c'est le party dans la chambre. Ça passe tellement vite, tu sais, tout le monde, les goggles, shower, c'est ça. Puis tu te verses une couple de Bud Light sur la tête, puis tu peux des bouteilles de champagne. Après ça, on avait pris l'avion, on avait retourné à Boston. Je me souviens, il y avait c'était quand même un long vol, là, Vancouver, Boston. Puis on est arrivé, puis c'était le jour, tu sais, c'était comme c'était le matin, c'était le lendemain. Ouais. Fait que là, il y avait les pompiers sur la piste d'atterrissage, puis tout ça, avec des jets d'eau, puis tout ça. Puis là, il y avait du monde qui nous attendait à Boston. Ouais. C'était malade. Puis après ça... ça fait longtemps quand même, c'est dur de tout se rappeler les détails, mais on avait eu la parade, on était allé au Red Sox. Après ça, on avait eu notre partie d'équipe. Ma mère, c'est drôle, je parlais de ça avec ma soeur, l'autre fois, ma petite soeur, c'était en 2009, elle devait avoir 7 ans dans ce temps-là, tu sais, puis elle était là, puis on était sur les voitures qui nous faisaient faire la parade. Ma petite sœur était là, puis on a regardé des photos l'autre fois, puis c'est fou comment ça va vite. Puis c'est ça, il y a eu la parade, les Red Sox, après ça, on avait eu notre partie d'équipe. Photo d'équipe, après ça, 3-4 soirées en ville, là, le temps que Marchand puis Seguin se mettent en chess au bar, puis c'est ça. Puis ça retourné à la maison. T'as-tu la coupe chez vous? Non, justement à cause que j'avais pas joué, tu sais, mais Patrice, il m'avait invité à son party, puis ça, fait que j'ai fait mon party avec Patrice à Québec. Ma famille était toute venue, puis tout ça, fait que on a fait ça, Pat avait fait ça en ville, puis après ça, on était allé comme dans un spa avec ses chums, j'avais amené une couple de mes chums aussi, ma famille était là, fait que c'était bien le fun. Quand les gens te demandent avec le fait que tu étais sur l'équipe, mais que ton nom n'est pas... Si les gens te demandent, toi, tu te sens comme un champion de la Coupe Stanley? Si les gens te demandent, t'as-tu eu la Coupe Stanley, tu dis oui ou non? Non, je dis que j'étais là. C'est ça, parce que c'est quoi la bonne réponse? Il y en a qui diraient oui, mais moi, je pense que c'est pas dans ma personnalité de dire que j'étais un champion de la Coupe Stanley. Je pense qu'il faut que tu aies joué...
ton nom soit sur la coupe pour être un champion de la Coupe Stanley. Fait que quand ils me demandent si j'ai gagné la Coupe Stanley, je dis non, mais j'étais là. J'ai dit j'étais Black Ace, j'ai joué cette année-là. Je lui dis la vérité, j'étais là, mais j'ai pas gagné la Coupe Stanley, je jouais pas, j'ai une bague, mais j'ai pas mon nom sur la Coupe Stanley. Tu l'as eu ta bague? Ouais. Ça c'est hot, tu l'as chez vous? Ouais. Avec la POC de Martin Brodeur que t'as scoré. Exact. Sinon, même pas, je l'ai perdu celle-là. Non! Fait que, ma POC de Martin Brodeur était quelque part dans un déménagement, dans un déménagement ou dans une poche de hockey à Boston. On a parlé de plein de gars qui t'a joué, mais un qui faisait beaucoup parler de lui pour sa personnalité, c'était Tim Thomas, qui voulait pas aller à la Maison-Blanche. Ça créait-tu un peu c'était-tu bizarre dans l'équipe que le gars qui est un peu redneck, qui vienne pas... Ouais, non, c'était comme c'était le premier, je pense. Ben, tu sais, c'était... à Star, ça arrive souvent, c'est ça. À Star, tu vois ça plus souvent, mais dans ce temps-là, tu sais, ça avait fait jaser beaucoup, fait que c'est sûr, ça avait été, je me souviens, ça avait quand même été une distraction. Les gars s'en parlaient beaucoup, puis tu sais, il y avait vraiment, il était fort sa politique, puis tout ça, puis c'est des décisions quand même assez... comme j'ai dit, ça faisait jaser dans ce temps-là. Fait que c'était bizarre un peu, mais regarde. C'est quoi ton expérience avec Tim Thomas, personnellement? Moi, il avait toujours été correct avec moi. Je me souviens, on allait... il s'occupait quand même assez des jeunes. Il était, mettons... c'était moi, McQuaid, Marchand, Séguin, les jeunes, tu sais, c'était comme notre première année, puis ils nous amenaient souvent à souper. Ils ramassaient pas tout le temps le bill comme comme le monde pense, là, mais tu sais, il s'occupait quand même de nous autres, lui puis Chara, c'était les deux plus vieux de l'équipe, je pense. Il y avait Mark Rickey aussi, mais je me souviens que ces deux-là nous emmenaient quand même souvent à souper. T'es resté une couple d'années, justement. En 2013, t'étais encore là, quand on retournait en finale? Ouais. Là, il y avait Jagger. Ouais. T'as rencontré Jagger? Ouais, c'est ça. Je parle de ça des fois avec mes chums. J'avais, dans mon store à Boston, j'avais Lucic à ma droite. Puis à gauche, il a passé Mark Rickey, il a passé Jagger, puis il a passé Ginla. Tu sais, c'est débile de pouvoir te repenser à ça, puis de dire que ces trois gars-là, t'es des Hall of Famers. J'ai eu la chance de les côtoyer, tu sais, puis de jouer dans la même équipe qu'eux autres, là, c'est débile pour moi. Il faut que tu me parles de Jaromir Jagr. Il est un personnage. Plus haute nature. Il a son mullet. Il déçoit pas du tout. Il était comment, Jagr, dans la vraie vie? Il était spécial, Jagr. Ouais, tu sais, je me souviens, une année, je l'ai croisé. J'habitais à l'hôtel cette année-là, puis lui-ci. Puis je l'ai croisé comme dans un 7-Eleven, qui c'est comme un couche-tard, mettons. Un dépanneur. Un dépanneur. Fait que... Puis, était quoi? Je pense que j'étais avec ma mère. Ma mère était là. Puis, il y avait comme un sous-marin de dépanneur. Puis, genre 2 Gatorade dans les mains. Puis là, je dis, hey, Big, qu'est-ce que tu fais? On va venir te souper, nous autres. Puis, ça. Il dit, je m'en vais à l'aréna. Je vais shotter des pucks. Puis, ça. Fait qu'il s'en allait vraiment à l'aréna, comme à 10h le soir, prendre des shots. Tu sais, il appelait notre trainer. C'était comme notre assistant trainer dans le temps. Puis, il faisait ouvrir l'aréna, le TD Garden. Il ouvrait la chambre, il allait sur la glace à 10h. Prendre des shots, puis c'est une légende pour elle. Il était dans le gym, finissait la game à 10h, il était dans le gym jusqu'à minuit et demi. Tu sais, comme le trainer la regardait en voulant dire, c'est de la merde, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, va-t'en chez vous, là, tu perds ton temps, c'est ça. Mais tu sais, c'était lui, puis regarde, il faisait les choses différemment que tout le monde, mais il faisait qu'est-ce qui marchait pour lui, puis tu sais, c'est un des meilleurs de tous les temps. Et son alimentation était très... d'une autre époque. Ouais, ben je pense qu'il mangeait un peu n'importe quoi, Yags, mais... Il disait toujours I like my muffins. Parce que tu sais, maintenant, il faut que tu checkes ton sucre, tu sais, puis comme I need my sweets, I like my muffins. C'était comme... Qu'est-ce que tu vas dire, c'est Jagr? Mais il mangeait, je sais pas combien de muffins par jour. Ouais, non, puis crème glacée aussi, me semble, je me souviens bien. Il y a tout le temps de la crème glacée, puis des muffins, des biscuits dans tous les buffets avant et après les games. Fait que c'est malade. Il y en a qui se gâtent un peu plus qu'à d'autres. Jaromir Jagr, c'est quelque chose aussi quand même. Ouais. Il était bon encore aussi à Boston. Il était incroyable. J'ai joué avec au Colorado aussi. Oui. Il m'amenait sur la glace, je me souviens, il me disait tout le temps, il avait besoin d'un partner pour toutes les morning skates. Il embarquait sur la glace 20 minutes avant la pratique, puis il prenait des shots. À Colorado, ça? À Boston. Puis il le faisait au Colorado aussi. Mais il m'avait demandé d'être son partner. Il m'avait dit avant chaque pratique, on va embarquer 20 minutes pour
prendre des one-timers. Puis, tu sais, son fameux one-timer qui a scoré, je sais pas comment de goal, comme un peu à la Ovechkin. Puis on allait faire ça, puis tu sais, je regarde ça aujourd'hui, puis j'étais wow, c'était débile. Là, T'étais j'étais le passeur à Hagen là pour ces one-timers de pre-game skate. Oublie jamais que t'as vécu ça. Tantôt, j'arrivais pas à me souvenir, mais je me suis rappelé c'était quoi je veux dire à propos de Bergeron, c'est que les gars, ils ont comme une tradition, là, souvent, dans chacun signe un gros contrat, ils achètent des cadeaux aux chums. Ils achètent des cadeaux à leurs amis, genre, ça se peut-tu, ça? Ouais. Puis Bergeron, quand il a signé son gros contrat, il a comme acheté des montres au monde, ça. Il t'a acheté un cadeau. Je sais pas si t'étais en haut. Peut-être dernièrement, mais quand il avait signé, je me souviens, il nous avait acheté un cadeau, tu sais, je pense que c'était une bouteille de vin, une excellente bouteille de vin, il me semble que c'était ça, je sais pas, ça se peut qu'il ait acheté des montres après, puis que j'étais pas là ou quelque chose, mais non, c'était un peu une tradition, je pense, dans la Ligue nationale. Il y avait un training camp, vraiment intense. Je sais pas si Nick était là pour cette affaire-là, mais. Ouais. Raconte-moi. Ah, ça, là, j'ai manqué mourir pour vrai. C'est la pire expérience de ma vie. Vas-y. Je me souviens pas si c'est ma première ou deuxième année ou. J'essaie d'oublier ce moment-là, pour vrai, c'était fou. Je suis vraiment pas un bon nageur. D'oublier. Je suis vraiment pas un bon nageur. Puis il avait amené, c'était comme le summer camp, là, comme il y a présentement après le repêchage au mois de juillet, début juillet. Fait qu'on arrive là, puis il avait amené comme des Navy, des gars de la Navy, de l'armée, c'est ça. Fait que première journée, ils nous font faire un workout là, tu sais, comme sur un turf de soccer, tu sais, ils nous font charrier des poches de sable, charrier des grosses bûches de bois, tu sais, c'était vraiment difficile, mais tu sais, tu cours, puis la journée finit, puis t'es fatigué, puis ça finit de même. Mais le lendemain, ils nous ont emmenés dans une piscine. Puis là, je suis vraiment, vraiment pas un bon nageur. Je sais nager, t'as-tu mais... dit, guys, je suis pas un bon nageur. Ouais, je l'ai dit. Je dis, ben là, tu sais, je sais nager, mais pas 3 heures de temps avec un coton watté sur le dos, puis tu sais... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire? Fait, en tout cas, fait que là, je dis, bon, ben, tu sais, je veux pas avoir l'air du gars qui veut pas le faire, tu sais, je veux montrer que je suis un grand je travaille fort, puis ça, puis je suis capable, puis ça. Fait en fin de compte, ils nous ont fait, non, on a passé, je pense que c'est 3 heures qu'on a passé dans la piscine, pour vrai, tu sais, ils nous ont fait des drills, là. Mettons la moitié de l'équipe d'un côté de la piscine, l'autre moitié de l'autre côté. Puis, on avait des cotons wattés sur le dos. Genre des gros cotons wattés, là. On sautait dans la piscine. Fallait traverser la piscine en même temps que les autres. Fallait comme se battre avec les autres gars, là. Pendant genre 15 secondes, on wrestlait, genre, on faisait de la lutte. Tes pieds touchent pas à terre. C'est ça. Puis là, tu te bats comme dans l'eau avec un autre gars pendant 15 secondes, là, il sifflait. Là, tu continuais. Après ça, ils nous ont fait faire ça pendant un bout. Après ça, même chose, mais pendant que l'autre équipe nageait, faisait une largeur de piscine, tu faisais des push-ups. Quand ils arrivaient, tu sautais dans l'eau, tu traversais. Tu faisais des sit-ups, tu faisais des jumping jacks, puis on a fait ça peut-être pendant 1 heure. Après ça, ils nous ont mis comme dans le profond avec le coton watté, puis fallait nager sur place. Fallait enlever notre coton watté en nageant sur place, l'échanger avec quelqu'un, puis le remettre de la bonne façon. Fallait que le logo soit en avant, fallait que tu aies la bonne grandeur de coton watté, fallait que tous les petits détails soient parfaits. Puis ça nous a pris peut-être... fallait pas que personne s'accote sur le coin de la piscine s'il ne donnait pas le droit. Fait que ça a pris peut-être 1h30 faire ça. Je te dis, je voulais mourir. Je te dis, Ryan Spooner était là, Ryan Spooner, Nick, Craig Cunningham était là. C'est lui qui a perdu une jambe. Ouais. Puis ces gars-là, je me souviens, les 3, là, je calais dans l'eau. Non. Je me relevais. Je recalais, il me relevait. C'était la pire journée de ma vie pour rester dégueulasse. T'as-tu pensé de noyer? Ouais, souvent pour vrai, j'avais avalé beaucoup d'eau cette journée-là. Il était pas comme moi, lui, ça se peut qu'il meure, là. Ouais, ils m'ont laissé, ils voulaient voir, je pense, si j'allais taper haute, puis j'ai une chance que les gars étaient là, parce qu'ils m'auraient ramassé dans le fond de la piscine. Les parties de début de saison, étaient-tu à la hauteur du travail, Ouais, non, c'est ça, je me souviens, cette année-là, en plus, j'étais roommate avec Nick, puis on avait fait comme un petit party dans notre chambre, là, à la fin, on n'avait pas 21 ans, fait que je sais pas qui avait acheté de la bière. Il y avait un des gars, je pense, qui nous avait conduit dans un dépanneur, justement, on avait acheté, je sais pas combien de caisses de bière, puis on avait rempli le bain dans notre chambre de bière, puis tous les gars étaient venus... tous les gars étaient venus dans notre chambre, puis après ça, on avait fait un petit party dans notre chambre, puis le lendemain matin, je sais pas, je pense, on avait encore les vieux flip phones dans ce temps-là. Ouais. Puis j'avais mis une alarme parce que mon vol était tôt le matin.
Puis je sais pas si j'ai peut-être mal plugué mon téléphone ou connecté mon téléphone, puis la batterie est morte dans la nuit ou quelque chose comme ça. Fait que je me suis pas réveillé. Je me suis réveillé, c'est quelqu'un qui cognait à la porte. C'était un gars qui travaillait pour l'équipe, puis il me criait après. Puis je me débrouillais en anglais, mais tu sais, à 7 heures le matin, quand t'as une coupelle de Coors Light dans la cravate, je comprenais pas trop ce qui se passait, puis c'est une chance qu'il est venu cogner, puis je ratais mon vol, fait que là, je capotais. Finalement, il t'a réveillé à temps. Non, il m'a réveillé à temps, puis que ça paraît pas bien un peu. Là. Ça a pas aidé dans le dossier. Ouais, mais je n'ai pas entendu parler après. Je pense pas que ça... Ils sont habitués, ils envoient d'autres. Là, je pense pas que ça a été si peu que ça. T'as nommé Craig Cunningham, qui est pas connu de tous les fans de hockey, qui connaissent pas ça son histoire. Peux-tu nous parler de lui, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, ça, c'est très triste. C'est triste, mais ben oui, il y a une fin inspirante. Ouais, exact. T'as raison. C'est inspirant, son histoire, mais... c'était un super de bon gars. On dirait que je dis ça de tous les gars qu'on parle aujourd'hui, mais lui, là, c'est vraiment... Les autres, tu mentais, lui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Lui, c'est vraiment vrai. Là. Lui, c'est vraiment un bon gars. On a joué ensemble un petit peu à Boston, tu sais, on a été comme call up une couple de fois ensemble, mais on a joué longtemps dans la Ligue américaine ensemble. Puis lui, qu'est-ce qui est arrivé? Il jouait à Tucson dans la Ligue américaine, pour le Roadrunner, le club école de l'Arizona. Ouais, exact. Les Coyotes. Puis il a fait une crise de cœur, je crois. Ou un genre d'ACV ou quelque chose comme ça. Là, je sais pas, je me souviens pas de tous les détails. Ça fait peut-être ça fait quoi, 3 ans de ça, 4 ans? Ouais, à peu près, ouais. Puis ça à glace, comme sur un face-off d'avant-match. Sur la glace, ça arrive. Sur la glace. Wow. Après l'hymne national, il s'installe au face-off, tu sais, pour d'avant-match. Puis un de mes bons chums aussi, Patrice Cormier, était là. Il jouait pour Winnipeg. C'était contre Winnipeg. Le Moose. Ouais. Puis il dit comme Craig est tombé sur le dos, tu sais. Puis là, comme sa première réaction, ça a été comme de rire un peu, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait là, tu sais. Il a perdu pied, il est tombé, tu sais. Puis là, comme 5 secondes passent, 10 secondes passent, il se relève pas. Fait que là, ça a été vraiment la panique totale. Les ambulances, les ambulanciers, les pompiers, ils ont essayé de le ranimer puis tout ça. Fait que ils l'ont emmené à l'hôpital, ils l'ont opéré à cause des opérations puis tout ça. Je sais pas tous les détails, mais ça a fini qu'il a survécu. Je pense qu'il a peut-être il a perdu une jambe. Il a perdu une jambe durant une des opérations. C'est-tu quelque chose comme en bas du genou? En bas du genou, je pense. Ça, ouais. okay. Fait que, tu sais, c'est rough à voir pour vrai, là, quand tu vois les images, quand tu vois l'histoire. Il a exactement mon âge, peut-être 1 an plus jeune que moi. Puis de voir ça, là, ça a été très, très difficile. Puis comme tu as dit, l'histoire est inspirante à la fin. Tu sais, il est de retour sur la glace aujourd'hui. Ils ont réussi à lui faire une prothèse là, pour qu'il puisse patiner. Il est dans le gym. Puis c'est vraiment beau de le voir aller. Là, il a vraiment une belle attitude. Puis tu vois ses entrevues. Puis ça fait un petit bout que j'y ai pas parlé, mais c'est la force de caractère, là, puis l'humeur, la joie de vivre qu'il a avec malgré ce qui est arrivé, là, c'est vraiment inspirant. Est-ce que quand c'est arrivé, tu y parlais, tu y écrivais? On se parlait plus ben, tu joues avec tellement de gars au cours des années, tu restes pas... on s'écrivait une couple de fois, peut-être une fois par année, 2 fois ici et là, mais pas plus que ça. Mais je jouais avec Landon Ferraro quand c'est arrivé. Le fils de l'autre. Ouais, le fils de Ray. De Ray. Fait que on jouait ensemble, puis eux autres, ils ont grandi ensemble, ils viennent de la même place, puis tout ça. Puis quand c'est arrivé, nous autres, on jouait à Chicago. Puis après le match, quand on a su ça, ben là, Landon l'avait vraiment trouvé tough, là, Landon. Puis je me souviens, il pleurait dans la chambre. Là, fait que lui, c'était vraiment son ami proche, là, son meilleur ami d'enfance. Fait que ça avait été assez difficile. Je me demandais pourquoi Ray Ferraro n'arrêtait pas de share les affaires de Craig. Ouais, en disant ma bouche, j'étais comme, mais là, c'est quoi le rapport? Je comprends pas c'est quoi le lien entre Ray et Craig, mais là, c'est ça, c'est par son fils qui ont grandi ensemble. C'est vraiment l'affaire que je veux te parler. Ouais, ça, t'avais parlé que t'avais été échangé quand tu as été échangé au Colorado, tu as été échangé contre Max Talbot. Ouais. Max Talbot est passé au podcast il n'y a pas tant longtemps. Ah ouais? Puis il est vraiment bon gars d'ailleurs. Ouais. Puis après ça, il est allé aussi à Boston. Je ne sais pas si vous avez rejoint ensemble. Ah non, excuse, c'était cet échange-là. Ouais, on a été échangé à Boston. Est-ce que c'est Jean-François que vous vous appelez quand vous êtes échangé? On se connaissait pas dans le temps. Okay. On s'est connus un peu après
d'un tournoi, tu sais, comme on s'est vu là pas longtemps au tournoi de Bob Bissonnette. Ouais. Puis on a joué contre cette année dans KHL, excuse. Ouais. Fait que, tu sais, on se connaissait pas vraiment dans le temps, fait qu'on s'est pas appelé. Mais on a parlé vitement, tu sais, un moment donné, en se croisant, puis tout ça, de cet échange-là. Mais au moment que c'est arrivé, on se connaissait pas. Non. Puis est-ce que dans la Ligue nationale et dans le KHL, ils jouent de la même manière? Ouais, non, ben tu sais, ça a toujours été un grand travaillant, puis exactement de la même façon, tu sais, il travaille fort, il est physique, il est intense, il est super bon défensivement, puis c'est le même joueur de hockey. Nous, on connaît ton nom parce qu'on est des fans de hockey, mais il y a beaucoup de monde qui connaissent ton nom parce qu'à un moment donné, ça a donné que tu sortais avec quelqu'un qui était beaucoup dans les médias. Joueuse de tennis ou Instagrammeuse, là, c'est pas clair son métier, mais comment t'as vécu ça, toi, de devenir un clickbait, dans le sens que ton nom, il devient dans une masse informatique qui est hors de ton contrôle. Puis t'es comme malgré toi, parce que ça n'a pas rapport avec ta job, ça n'a pas rapport avec... Comment t'as trouvé ça d'être dans cette sphère publique-là de cette manière-là? Ouais, honnêtement, ben tu sais, comme j'étais pas au Québec, fait que je m'en rendais beaucoup moins compte, tu sais, je pense que quand t'étais aux États-Unis, puis j'étais à Boston, à Chicago dans ces années-là, je m'en rendais moins compte, mais c'est sûr que quand je revenais un peu par ici, tu sais, je m'en faisais parler beaucoup. C'était tannant, veux pas, tu sais, comme je l'ai dit, je m'en rendais comme pas compte quand j'étais pas là, puis quand je revenais, tu sais, je trouvais ça bizarre un peu, tu sais, que le monde fasse tant un big deal que ça avec cette histoire-là, mais non, c'est ça, c'était différent un peu, tu sais, c'était pas une blonde là comme les autres, puis c'était pas une relation comme les autres non plus, mais c'est ça avait des hauts puis des bas, puis ça faisait partie de la game dans le fond là, d'avoir un peu plus d'attention des internautes puis ces affaires-là, puis le monde qui jase puis tout ça, mais regarde, ça fait partie de la game. C'est quoi le feeling, parce que personne a vraiment vécu ça, le feeling que quand ta blonde est sur le cover du Sports Illustrated, puis tous les autres gars sont comme c'est ta blonde, c'est quoi? Non, ben c'est cool pour vrai, ben tu sais, ça dépend comment tu le vois, mais pour vrai c'est cool, tu sais, c'est qui voudrait pas que ça arrive, veut pas, tu sais, je pense que ça veut dire que t'as overachievé puis ta blonde est belle, fait que tu sais, why not, tu sais, fait que t'étais comme je suis où, j'ai scoré plus haut que j'étais supposé. Exact, fait que non, c'est ça, je pense que c'était cool, c'est cool pour elle aussi, tu sais, je pense qu'en tant que fille, c'est une belle, comment tu dis ça, tu sais, c'est quelque chose c'est un beau, c'est ça, tu peux être fier de ça, je pense qu'aujourd'hui, personne ne se le cache, là, c'est quelque chose que tu peux être fier en tant qu'individu. Ouais. Il y a une histoire que faut que je te demande qui me fait tellement rire, mais je sais pas si c'est vrai, parce que toi, tu viens du bas du fleuve. Fait que c'est normal que tu amènes ta blonde chez vous quand tu y vas. Puis moi, j'avais entendu dire qu'à un moment donné, il y avait un show des Denis de Relais dans le bas du fleuve qui était en tournée. Puis que toi, t'étais allé au show des Denis de Relais avec la dite joueuse de tennis en question. Puis qui est plus anglophone que francophone, by the way, pour ceux qui connaissent pas. Puis moi, de penser que toi, que Joanne Caron puis Eugénie Bouchard sont assis dans une salle de spectacle des Denis de Relais, moi, si j'avais à payer un billet de spectacle, ce serait pour voir le show des Denis de Relais. Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, non, c'est bon, je me souviens. Mais c'était pas un moment marquant de ma vie, mais je me souviens. Mais comment, excuse-moi, mais c'est parce qu'on dirait que c'est un sketch écrit par les Denis de Relais, qu'Eugénie Bouchard check un show des Denis de Relais, tu vois, ça fait tellement... Comment elle a-tu même, tu sais, c'est fucked up les Denis de Relais pour les gens qui parlent français. Fait que, genre, est-ce que c'est sûr que c'était ton idée, là? C'est sûr que c'était pas son idée? Non, ben qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça, on était descendu par chez nous, puis ça a donné que les Denis de Relais étaient là, puis toute ma famille y allait, puis on savait coucher tard la veille, puis tout ça, puis on avait sorti avec mes amis, puis tout ça, mais ça ne tentait vraiment pas d'y aller, mais tu sais, j'étais pas souvent par chez nous, fait que je me sentais mal de pas y aller, tu sais, je vois pas mes sœurs souvent, je vois pas ma famille souvent, fait que là je dis on va y aller un peu, tu sais, fait que, tu sais, elle était bien correct, on est allé puis tout ça, mais quand je me souviens, c'est pas qu'il était pas bon, tu sais, le monde a adoré le show puis tout ça, mais nous autres, on était partis à la pause du moitié à l'entraque du show parce qu'on était on était fatigués, tu sais, à cause mais c'était pas parce qu'il était pas bon, on était partis, tu sais. Mais non, c'est ça, c'était bizarre, elle comprenait pas tout, là, je pense, mais même moi, je comprenais pas tout. Oh man, j'aurais aimé ça voir sa face, juste de... C'est quoi ça, Colin? Ouais. Anyway.
Il y a plein d'enfants aussi, je vais parler que j'ai appris récemment, que je savais pas, mais t'as parti une business avec un gars à Trois-Rivières, ça se peut-tu? Ouais, ben, business, c'est... Ben, le mot, c'est pas business. Ouais, non, c'est ça. C'est plus un, comment je dirais ça? Un organisme. C'est ça le non mot? plus. Non plus. Je dirais plus, c'est comme, Un vélo. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Comment je dirais ça? C'est comme plus un petit projet. C'est Ouais. un petit projet. Dans le fond, c'est Projet d'accompagnement, si on veut. ouais, son nom, c'est... Je n'en ai même pas parlé. Peut-être qu'on coupera ça au montage. Ouais, Je veux pas que tu vas j'en le parle. dire. Mais non, c'est ça. Son nom, c'est Sébastien Vouligny. Il travaille à Trois-Rivières. Puis lui m'a vraiment aidé au niveau mental. Il travaille avec des compagnies à Trois-Rivières, puis des gens de business, puis tout ça, dans des team building, puis ces affaires-là. Puis il m'a vraiment aidé au niveau mental. C'est ma première année à Chicago. La première année que j'ai signé avec les Blues, tu sais, j'avais vraiment trouvé ça difficile de me faire envoyer dans la Ligue américaine. Fait que j'étais comme à l'entre-deux de ma carrière, là, tu sais, je me demandais si je voulais encore faire ça, puis tout ça. Fait qu'il m'avait vraiment, vraiment aidé. Fait que je travaille avec lui depuis ce temps-là. Puis je disais tout le temps, tu sais, qu'on n'était pas tant encadré que ça au niveau mental, tu sais, au niveau du hockey. Puis je regardais ma carrière, comme on parlait au début du podcast, les choses que j'aurais pu faire différemment. Tu sais, si j'aurais compris des choses plus jeunes, peut-être que j'aurais eu une meilleure carrière. Tu sais, moi, je pense que oui, tu sais. Fait que je disais souvent ça, que j'aurais aimé ça l'avoir plus jeune. Fait que de là est venue l'idée que j'aimerais ça pouvoir aider des jeunes à pas faire les mêmes erreurs que moi, tu sais, à pouvoir les encadrer un peu plus, parce que veux pas, tu sais, je pense que là, ça commence à changer dernièrement, mais tu sais, quand t'as 19-20 ans, ton agent, il fait sa job, c'est de faire des contrats, de t'aider, puis tout ça, mais quand t'as des problèmes, où t'es pas, tu sais, il est pas là 24 heures sur 24, tu sais, c'est comme... c'est pas il peut pas t'aider tant que ça au niveau mental. Tu sais, oui, il te fait tu sais, j'avais un psychologue sportif pis tout ça, mais j'aimais pas ça parce que j'avais 21 ans, puis je trouvais ça plate d'aller voir un monsieur, j'ai rien contre les psychologues sportifs pis tout ça, mais je trouvais ça plate personnellement d'aller parler de mes problèmes, d'aller parler de ces choses-là à un monsieur qui prenait des notes, puis tu sais, je trouvais ça plate, j'aimais pas ça. Fait que je disais ça à Sébastien que j'aimerais ça m'impliquer au niveau des jeunes joueurs de hockey puis tout ça. Fait que au début, tu sais, il avait pas le temps, il avait sa job puis tout ça, mais là ça fait 1 an qu'on a travaillé avec 2 joueurs juniors un petit peu. Ça a pas été aussi bien qu'on espérait, tu sais, c'est quand même assez difficile au niveau temps puis tout ça. Je devrais pas dire que ça a pas été aussi bien qu'on espérait, ça a super bien été, mais c'est plus difficile qu'on pensait, tu sais, surtout moi, tu sais, je joue encore puis tout ça, puis ma priorité ça reste ma carrière. Fait que ça a été... Dans le fond, c'est que c'est littéralement vous deux qui parlent aux gars, là. C'est sûr, comme on chaperonne un peu comme 2 gars, tu sais, c'est comme un petit projet pilote un peu. Ça, on a fait ça pendant la saison qui vient de passer. Travailler un petit peu avec eux autres, tu sais, les aider, comment être un petit peu un grand frère pour eux. Moi, c'est ça que j'aime faire. Puis c'est ça, exact, c'est ça le projet là, de c'est juste vous deux. Ouais. Puis à date, dans le fond, c'est ça, vous avez juste 2 joueurs, c'est vous deux, fait que vous commencez tranquillement. C'est ça, on a passé par mon agent, puis mon agent il trouvait que c'était une bonne idée, fait que tu sais, je lui ai dit c'est vraiment juste une expérience, voir si ça marche, voir si j'aime ça, puis on a fait une saison, puis ça a bien été. Puis on va continuer dans le futur, puis on va voir ce que ça va mener. Y a-tu quelque chose là-dedans pour toi qu'il y aurait peut-être un projet d'après-carrière de joueur? Ben c'est ça que je regarde, tu sais, j'aime ça, j'aime cet aspect-là du hockey, tu sais, vraiment l'individuel, travailler avec des jeunes, c'est quelque chose que je pense que j'aimerais faire. Que ce soit sur glace ou hors glace, dans ce style-là, fait que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais là, peut-être après ma carrière. Combien de temps tu penses qu'il te reste comme joueur, ou en ce que tu espères? Combien de temps J'aimerais ça me rendre à 35 ans. Si je peux me rendre à 30, j'ai 28, je vais jouer sur 29 avec un autre 6 ans, 5, 6, 7 ans, je pense que ça serait une belle carrière. C'est quoi le plan de match dans ta tête pour le futur? Là, tu as la KHL, cette année, tu as un contrat. Après ça, tu n'as pas de contrat encore pour... Ben là, on parle quand même dans 1 an, plus qu'1 an, c'est normal. Mais c'est comment tu le vois? Est-ce que pour toi, cette année, tes performances vont influencer le reste de ta carrière? Ouais, non, je pense... j'aimerais ça faire quelques années dans le KHL, tu sais... c'est quand même la 2e meilleure ligue au monde, là. Fait que mais je sais que c'est pas facile. Il y a pas beaucoup de joueurs importés qui peut jouer là. Tu sais, dans le fond, tu
tu joues pas là sur ton nom, là, tu sais, faut que tu produises, beaucoup de pression sur les importés là-bas, fait que j'aimerais ça faire ça pendant une couple d'années. Puis après ça, on verra. Je pense que, tu sais, comme il y a des super de belles ligues comme en Allemagne, quand j'ai joué là un petit peu, j'ai adoré ça. Ouais. C'est un rythme de vie qui est numéro 1. Tu sais, tu joues 2 matchs par semaine environ, puis t'es souvent à la maison, c'est 52 matchs par année. C'est un rythme de vie qui est vraiment, vraiment le fun. Sinon, la Suisse... Les salaires en Allemagne sont pas du même ordre qu'en Russie, là. Non, mais tu peux très bien gagner ta vie aussi. C'est sûr que la Russie, c'est un autre niveau, là, mais... C'est quoi le ratio? C'est-tu comme 10 fois plus gros en Russie? Ou plus que 10 fois? Ou 20 fois? Ça dépend, tu sais. Il n'y a pas de minimum puis de maximum. C'est ça. Ça dépend des équipes aussi. Si tu joues une équipe à un gros budget, tu peux faire beaucoup, exact. Si tu joues à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kazan, ces places-là, tu peux faire de la grosse argent, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins en Allemagne, mais c'est quand même des très bons salaires en Allemagne aussi. T'as-tu joué contre Moritz Seider? C'est ça, il vient d'être drafté à Détroit, lui, hein. Ouais. 6e overall. Ouais, non, c'est ça, j'ai vu ça. Mais il était ranké genre entre 15 et 25. Puis il est repêché 6e. Puis lui-même, là, il joue en Mannheim, hein? Tu peux chercher, mais il écoute sa face quand il s'est fait repêcher. Puis c'est pas l'anglais, c'est pas sa langue. Il a regardé autour. Je pense qu'il y a eu une erreur. Non, ok, moi je vais me lever. Mais il voyait là, qu'il était pas prêt à être repêché en dedans. Je sais pas si j'ai joué contre lui. Okay. Je le connaissais pas. Puis ça, visiblement, ouais, c'est ça. Peut-être. Je pourrais regarder, là. C'est Summer de Game. C'est ça. On a joué contre. L'expérience russe, ça te dérange pas de retourner en Russie? Toi, l'expérience là-bas, c'est quelque chose que t'aimes? Ou tu te dis, là, je peux pas faire trop d'années là-bas? C'est vrai que l'eau d'un robinet est pas... Ouais, non, l'eau, tu bois pas l'eau des robinets. Je sais pas. À Novosibirsk, non, en tout cas, peut-être qu'à moi. Non, mais j'imagine qu'à Moscou. J'avais lu que non aussi ailleurs. Ouais, non, ça faut que t'achètes toute l'eau en bouteille. Des gros, je sais pas, c'est des 4 litres. Contre litres, là, ouais. Au moment, ici, on est comme, faut arrêter d'utiliser des bouteilles de plastique. Ils sont comme genre, non, c'était pas de bouteille, c'était pas d'eau. C'est exact. Ça m'a quand même intrigué quand tu as parlé du psychologue sportif. Quand tu parlais, je vais voir un psychologue sportif. On n'entend jamais parler de ça. C'était quoi l'expérience d'aller voir un psychologue sportif? Personne n'a vraiment cette chance-là. Comment ça marche? Il demande que tu veux travailler, puis je pense que la plupart des joueurs de hockey, c'est souvent la même chose. Ça va être la confiance, ça va être comment rester confiant, comment être au maximum de mes performances. Je suis capable du meilleur comme du pire dans une saison. Tu dis pourquoi je joue pas de même tout le temps. Des fois, tu te mets à penser, ça, souvent, en joueur de hockey, on se parle, tu dis, je pense trop, ça glace, puis tout ça. Ouais. C'est un peu ça que tu veux régler avec un psychologue sportif. Tu veux arrêter de penser, tu veux être tout le temps confiant, Fait que c'est un peu ça qui t'amène à aller voir ça, d'aller voir un psychologue sportif, puis tu t'assis, puis tu lui parles de ça, puis il te donne des exercices pour travailler ça, puis c'est pas l'aspect le plus le fun, mettons, d'un travail de joueur de hockey. Ouais, c'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que je me dis? J'aime mieux parler on dirait que je parle en mal des psychologues sportifs, mais c'est vraiment pas le cas. Mais c'est plus comment on peut améliorer la formule. C'est ça. Comme je me sentais plus à l'aise à parler à un gars comme Sébastien, comme j'y parlais comme je te parle à toi, ou comme à un de mes chums, puis ça, puis vraiment plus relax, puis moins dans un bureau, puis plus cool, mettons, là, fait que je me suis dit que si ça serait à refaire ou si j'aurais encore 19-20 ans, j'aimerais mieux parler à un gars de 28, 29 ans, 30 ans qui vient de finir sa carrière ou qui joue encore de mes expériences que de parler à un monsieur que je connais pas, dans le fond. Fait que c'est un peu ça mon idée de... Derrière le programme. Là. Derrière le projet, exact. Tu sais, jouer en Europe, c'est quand même le fun, mais c'est quand même un rythme de vie... qui peut pas être éternel, tu changes de ville, t'as pas la stabilité. C'est le mot, je pense, que beaucoup de gens cherchent. Là, t'as 28. Oui, 28. T'arrives au chiffre magique de 30, qui est pas aussi dramatique, je pense, pour les gars que les filles, là, dans certains cas, mais tu veux pas, t'es plus proche du 30 que de ton année de draft. Quand ça approche, est-ce que tu penses à ça, la stabilité côté personnel, côté familial, le fait de pas savoir où tu joues toujours l'année prochaine, parce que je sais pas si t'as une blonde, mais c'est tough, souvent les blondes peuvent pas suivre ou s'ils suivent, souvent ils suivent pas. Puis c'est tough d'avoir des relations personnelles stables, durables. Comment tu trouves ça côté personnel, d'être un mercenaire du hockey, dans le fond?
Non, c'est ça, c'est un rythme de vie qui est complètement différent, tu sais, comme le monde, ils voient pas ça un peu, je pense, le monde oublie ça. C'est ça, c'est surtout quand tu es en Europe puis t'es Québécois, t'es Canadien, c'est beaucoup de temps dans les valises, tu sais, même l'été, comme là, je suis obligé de venir à Québec un mois, tu sais, je suis pas, j'aimerais bien ça, passer tout mon off-season par chez nous, tu sais, puis mais il faut que je sois ici parce que ça donne que c'est le meilleur entraînement, puis pas nécessairement le meilleur entraînement, mais des conditions plus faciles au niveau de la glace, puis tout ça. Fait que oui, non, c'est sûr que c'est difficile, tu sais, t'es souvent dans les valises, mais en même temps, c'est une carrière qui est très courte, tu sais, comme je te dis, il me reste peut-être un 6-7 ans de ça, fait que je vais en profiter au max, fait que honnêtement, je pense pas trop au futur, puis au niveau familial puis ça, puis c'est pas quelque chose qui m'inquiète là, je me dis qu'il me reste tu dis pas il me reste 15 minutes pour me trouver une blonde. Non, c'est ça. Regarde, pour vrai, c'est quelque chose que j'aime encore le hockey, c'est ma job, puis je veux le faire du mieux que je peux, le plus longtemps que je peux, fait que je vais avoir le temps en masse là, je pense, c'est un coup mais quand je vais prendre ma retraite pour avoir une vie un peu plus normale. Comment ça marche Tinder en Russie? Je peux pas te dire, je suis pas un gars de Tinder, mais bonne question, je sais pas, je peux pas te donner de scoop là-dessus. Quand t'as commencé à dire, je peux pas te dire, j'étais comme, qu'est-ce que t'as fait? Je pensais que t'as fait quelque chose d'irréparable. Non, mais ça fait que pour toi, il y a pas de date limite où tu dis, moi, à tel âge, là, comme je peux plus faire ça. Non, mais tu sais, comme je t'ai dit, j'aime le hockey, tu sais, ben, quand j'ai commencé à travailler avec Sabal, justement, j'ai comme, comment tu dis ça, redécouvert mon amour pour le hockey, tu sais. La flamme est en train de s'éteindre. Ouais, mais je trouvais ça difficile, tu sais, comme justement cet aspect-là de pas être stable, puis tout ça, puis beaucoup de faire la navette entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale, je commençais à trouver ça difficile, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, depuis 3-4 ans, tu sais, comment tu dis ça, je suis un peu au top de ma forme, dans le sens que je prends ma carrière beaucoup plus sérieusement que quand j'avais 22-23, mettons. Fait que j'ai vraiment retrouvé comme la passion, puis l'amour de la game, puis tout ça, puis l'entraînement, puis toutes les petites choses que je peux contrôler à Star. Je fais beaucoup plus attention à toutes ces choses-là, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça, il y a pas de... je dis pas que... à 35 ans, ça sera une histoire différente, mais pour l'instant, tu sais, je vis ma carrière au max, puis j'aime encore ça. La seule affaire qu'on peut te souhaiter, c'est d'éviter les blessures. C'est la seule affaire qu'on veut pas. Mais les blessures, ça a eu un gros rôle dans ton parcours. Tu peux-tu m'en parler un peu? Parce que c'est ça. Ça a été... il y a eu plusieurs obstacles au niveau blessure. Ouais, non, c'est ça. Ça a pas été facile. Ça a pas été facile, même au niveau junior. Tu sais, je me suis cassé la clavicule, cassé le sternum, qui est une blessure assez différente. Comment tu te remets? Comment tu récupères de te casser le sternum? Il n'y a rien à faire. Tu parlais de ça à Gilbert Brûlé? Non. Gilbert Brûlé, je pense qu'il s'est fait casser le sternum. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 18 ans NHL. Ouais, ben oui, j'avais carrément oublié ça, mais on en a parlé, ouais, c'est vrai, on avait ça en commun. Je pense que c'était un before puis after dans sa carrière. Ça l'a comme... Ouais. Ouais. C'est vrai. Puis non, c'est ça, les blessures, c'est... pas un plâtre au sternum. Non, c'était juste le bras immobilisé, tu sais, moi c'était comme juste en bas de la clavicule. Puis il y a eu ça, c'est bon, à part de ça, quoi qu'il y a eu, j'ai eu une rondelle au visage, comme la journée que le lockout a terminé. À ma 3e année, je me suis blessé à l'épaule. Puis le lendemain matin, le lockout s'est terminé. Puis tu sais, j'étais supposé de remonter, tu sais. Fait que ça a comme été un mauvais timing. Fait qu'après ça, quand je suis revenu au jeu, premier match, rondelle au visage, je me fracture le orbital bone. Orbital. Ouais, l'os orbital. Ouais. Fait que ça me retarde encore 2 semaines. Tu sais, plein de petites affaires de même. Après ça, ma dernière année. Non, ça c'était une blessure de jeunesse. Ça. Quand j'étais inquiet, tout le monde pense que c'est une blessure de hockey. Ça ressemble à une blessure de hockey. Ouais. Après ça, des opérations là, dernièrement. Cette année, ça a bien été, là, mais l'année d'avant, là, 3 opérations en 6 mois. Là, une fois à la main. Après ça, dans une bagarre, je me suis déchiré un tendon dans l'autre. Dans le pouce de l'autre main. Pas supposé de battre, toi? Non, mais ça a arrivé, puis ça a pas bien tombé. J'ai frappé un casque de hockey, fait que...
Après ça, 2 opérations au coude en même année. Fait que ça a été assez difficile côté blessure, mais là, je suis en santé. Fait qu'on en espérant que ça continue comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire après le hockey comme carrière, parce que toi, tu es encore jeune? C'est quoi que tu as envie de faire? Ben, tu sais, comme on parlait un peu du projet, ça, je pense que c'est quelque chose que j'aime. J'aimerais ça rester dans le monde du hockey, que ce soit assistant coach, assistant coach ou coach en chef, ou travailler avec au niveau de l'entraînement, au niveau psychologie un petit peu, aider les jeunes, que ce soit au niveau junior ou midget 3 ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense rester dans le milieu du hockey. T'as-tu comme d'autres intérêts? T'as-tu comme mis de l'argent dans de l'immobilier? Là, c'est pas des trucs que tu... Non, pas dans l'immobilier. C'est sûr que c'est quelque chose qui serait à regarder peut-être après ma carrière. Présentement, c'est quelque chose que je trouve quand même assez intéressant, mais je suis pas assez ici pour m'en occuper. Fait c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça présentement, mais peut-être que plus tard, là, ça serait quelque chose que j'aimerais. Cool. En terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Pas de blessure, c'est certain. De la santé, on devrait dire plus de la santé que pas de blessure. Bonne saison en Russie, là. Un hiver pas trop froid dans Sibérie. Dans un monde idéal, une bonne saison en Russie, ça mène à quoi pour l'année d'après? Si on parle de rêver un retour en Amérique du Nord dans la Ligue nationale, c'est sûr que ça serait un rêve complètement incroyable, mais ça serait vraiment le fun. C'est pourquoi pas. Je pense que en tant que joueur de hockey, tu veux rêver à ça, tu veux te setter des objectifs très difficiles à atteindre, mais pourquoi pas. J'y crois encore un petit peu. Un petit peu. C'est sûr, c'est dur à dire. Plus que ça, mon gars. Non, tu veux y croire. Tu veux jamais dire non, ça arrivera pas, mais c'est sûr que c'est difficile quand t'es rendu de l'autre côté, mais tu y rêves encore. C'est un rêve, c'est sûr. Comme dirait Justin Bieber, never say never. Il a réussi, ce gars-là. Non, mais écoute, je te le souhaite sincèrement. Mark Giordano a joué une saison dans KHL. Un moment donné, parce qu'il jouait pas avec les Flames, puis il est revenu, puis cette année, il a gagné le Norris. Exact, on sait jamais. Jordan, merci vraiment d'avoir pris le temps. Merci à vous. On ira voir un show des Denis Drolet maintenant. Salut. Un énorme merci à Jordan Caron de nous avoir reçus chez lui à Québec. Merci Jordan, ça a été vraiment le fun. Merci à Nick Tremblay du Heads Up. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de Nick, allez écouter ça avec Jean-Thomas Jobin, c'était vraiment intéressant. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez écouter tout de suite plus de Dread sur Tape, c'est facile, patreon.com/Dread sur Tape. Il y a déjà les 2 prochains épisodes qui sont là en ce moment, qui vous attendent, qui font coucou dans la vitre, coucou, allez débarre la porte. Sinon, donnez-moi des nouvelles de Inside Out, le film de Pixar. J'ai hâte de voir si vous aimez ça. Merci. À la semaine prochaine. Bon ski, bon snowboard, messieurs. OK, bye bye.